Bonsoir à tous, j'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Nicole qui va nous parler du mouvement Les Gilets jaunes. Il est né à Limoges, mais c'est dans un petit village de 2000 âmes perdu au cœur des campagnes françaises que Maxime Nicole a grandi. Là, au cœur d'un corps de ferme modeste, entouré par la précarité et le labeur incessant de sa famille prolétaire, qu'il a forgé ses premières convictions. Dans ce village, tout est difficile. L'accès aux ressources, la reconnaissance et même l'espoir. Ces racines modestes ont façonné un homme déterminé à ne jamais détourner les yeux face à ce qui est immoral ou inéquitable. C'est cette colère, viscérale et brute, qui a marqué chacun de ses pas. Dès l'enfance, il a vu les disparités sociales à l'œuvre, ressenti la dureté d'un système qui laisse derrière lui les plus faibles, et surtout, il a appris à détester l'injustice. Les luttes n'étaient pas quelque chose de théorique pour lui, mais elles faisaient partie de son quotidien. Lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, transportant des blindés ou plus tard en devenant chauffeur, cette rancune d'un monde injuste ne l'a jamais quitté. Elle l'a accompagné à chaque étape, que ce soit lors de ses premières manifestations contre la loi Fillon ou lorsqu'il s'est levé pour dénoncer la corruption qu'il percevait. Puis ce sont les réseaux sociaux qui l'ont révélé au grand public. Une vidéo, une seule, dénonçant les inégalités face à l'indifférence des élites, a atteint 4 millions de vues, lançant le début du mouvement Les Gilets jaunes. C'est cet homme, fils de prolétaire, enfant de la ruralité, habité par une rage profonde et une soif de justice qui a construit une légitimité. Sa trajectoire n'est pas celle des enfants du petit Paris, qui sont passés par les grandes écoles ou les lieux du pouvoir et qui prétendent nous gouverner, mais Maxime Nicole est passé par l'école de la vie, a vécu dans ces lieux abandonnés et sans pouvoir pour en tirer sa force. Cette force d'enfiler un gilet jaune, puis de lever le poing en l'air afin d'affronter l'injustice, car il est l'incarnation du changement d'une société qui ne laisse plus marcher des buts. Bonsoir Maxime Nicole. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vous allez venir nous parler des Gilets jaunes, plus précisément sur la question suivante, des ronds-points aux institutions. Comment les Gilets jaunes ont redéfini les contours de la souveraineté en France? Ça, c'est un joli sujet d'introduction. Merci pour la petite bribe qui me présente à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait partie du mouvement, qui sont là et qui sont venus voir ce qui allait être dit. Euh, je vais essayer ce soir d'être aussi transparent que je le suis d'habitude et puis de ne pas vous endormir. À la question, comment ce mouvement a modifié les lignes, politiques du pays et comment les gens se sont mis à voir les choses différemment? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec, plusieurs personnes. Ce mouvement, il a déjà surpris parce que beaucoup de gens, depuis très longtemps, autour de discussions entre amis, de discussions, en famille, se disaient que, tout ça, il fallait que ça change, qu'il y avait beaucoup d'inégalités, qu'il y avait beaucoup de choses, qui étaient discutables et qui avaient des impacts, concrets, réels dans la vie de tout un chacun. Moi, je viens de la campagne, mais il y a des gens qui viennent, de la ville et les problématiques sont différentes, mais elles sont quand même présentes à des niveaux qui sont bien trop élevés pour la plupart des gens qui sont dans ce pays. On est quand même aujourd'hui à plus de 11 millions de personnes, hein, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça comprend toutes les personnes du pays, qu'elles soient en montagne, au bord de mer, en campagne, en ville. Et donc ce mouvement, il est pas né le 17 novembre 2018, il est né, dès lors que les gens qui détiennent le pouvoir ont commencé à se dire que leurs privilèges étant acquis, heu, les lois, la constitution étant faite de manière à ce que les gens ne puissent rien dire, l'espoir des gens de pouvoir changer les choses tous les 5 ans par une élection, ça avait l'air de marcher et puis, continuons comme ça. Donc les gens en ont eu suffisamment marre à un moment donné pour qu'une petite étincelle, un petit truc, un quelque chose fasse en sorte que les gens sortent dans la rue. Ce quelque chose, ça a été, Éric Drouet avec, l'annonce d'une date, le 17 novembre 2018. Ça a été, Priscilla Ludowski avec une, pétition sur l'augmentation du prix du carburant qui touchait, toutes les petites bourses. Ça a été moi, par le fait de diffuser sur les réseaux sociaux un appel à manifester qui a été, très largement repris. Puis par la suite, ça a été tout un tas de personnes qui, sont venues participer, à la volonté de changer les choses et qui se sont vues matraquées, violentées, mutilées.
à l'image de Jérôme Rodriguez qui a été très médiatisé, mais plus de 30 personnes ont été éborgnées. Des personnes ont perdu une main en essayant de se dégager d'une grenade de désencerclement qui leur a pété dans la main ou dans le pied. Il y a eu 10 000 arrestations préventives la première année, 1000 peines de prison. Et tout ça, c'est le reflet d'une politique qui dure depuis des années. Parce que ce qui s'est passé quand les gens ont voulu sortir dans la rue et changer les choses, c'est que la violence d'État, elle a été rendue visible sur les chaînes de télévision. On a vu comment les institutions étaient dévoyées, comment la police pouvait être employée pour faire taire les gens, comme elles le font depuis des années, dans les cités, dans des endroits où il y a pas de caméras et où personne viendra se plaindre. Parce que, parce que c'est toujours bien dans un pays, comme le nôtre que les gens se divisent pour des différences de couleur, d'origine, de religion ou d'avis sur la couleur du pain ou tout un tas de sujets qui sont en fait, des sujets de diversion, qui leur permettent pendant ce temps-là de continuer à faire ce qu'ils font. Donc pourquoi le mouvement, pour répondre à la question, pourquoi ce mouvement est important? Ben, c'est parce que du jour au lendemain, des gens qui ne se connaissaient pas, qui vivaient dans des secteurs du pays complètement différents, qui avaient des origines différentes, des religions différentes, des revenus différents, se sont mis à aller dans la rue, à commencer à se parler et ont compris que, bah, le problème, c'était pas le voisin, c'était pas, le gars d'un côté qui n'avait pas la même idée sur tel ou tel sujet, mais c'était bien ceux qui définissaient nos lois et qui définissaient nos lois par le biais de tout un tas de processus qui leur permettent de le faire sans qu'on ait la possibilité d'interagir. À partir de ce moment-là, dans le mouvement des gilets jaunes et d'ailleurs très rapidement, dès décembre 2018, l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne toute matière est arrivée sur la table par le biais d'Étienne Chouard, qui est un ancien professeur des universités d'Aix-en-Provence, qui travaille sur le sujet des démocraties directes depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le RIC a fait ce qu'il aurait dû faire, je pense, depuis très longtemps, presque depuis que l'histoire de l'homme existe. Eh ben, il a commencé à se diffuser parce que la possibilité de récupérer sa souveraineté citoyenne est devenue quelque chose d'important, un point central dans les mobilisations. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaye de continuer à diffuser, c'est-à-dire si on veut un monde meilleur demain, nous en tant que citoyens, tout un chacun, hommes, femmes, enfants, jeunes, on va être obligé de mettre un pied dans cette conscience citoyenne et dans cette conscience politique, au sens noble du terme, de la gestion de la cité, de la gestion de notre avenir, etc. Et on a commencé à parler du RIC, RIC qui a été repris par quelques partis politiques qui ont tenté des récupérations parce que l'idée d'un RIC dans certains partis politiques est avancée comme étant une solution mise de côté, mais qui est là, qui est dite, qui fait plaisir à entendre, un peu démagogue. Sauf que nous, c'est pas un RIC simple qu'on demande en tant que citoyen, c'est un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, sans limitation de sujet, qu'il soit constitutionnel, qu'il soit révocatoire, qu'il soit législatif, peu importe, mais on veut pouvoir être le décideur collectif de ce qui va se passer dans nos vies. Et je pense que c'est ça qui a fait peur aussi au gouvernement à l'époque, qui a utilisé une répression euh, sans nom, ultra violente, avec tous les organes de pouvoir qui ont été mis euh, en marche, c'est-à-dire les médias, la police, la justice, pour faire en sorte que ça, il fallait absolument pas qu'on en parle. Il fallait absolument pas que ça devienne une quête collective et une bataille collective. Déjà parce que, merde, ça fait des années qu'on divise les gens avec des partis, avec des idéologies différentes, et là, d'un seul coup, tous les gens se rassemblent. Ça devient compliqué à gérer. Et en plus de ça, ils veulent récupérer le pouvoir. Alors qu'on est bien. Excusez-moi, des fois, je vais avoir une manière de parler un peu franche, mais je suis comme ça. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Mais quand on a l'habitude d'avoir le cul au chaud à manger du homard dans des palais dorés, bah, quand les gueux commencent à taper à la porte, ça commence à faire peur. Mais on tapera à la porte et on fera ce qu'il faut pour reprendre le pouvoir. Et à un moment donné, ces gens perdront leur privilège et arrêteront de manger du homard en crachant sur la tête et sur l'honneur des gens qui, tous les jours, essayent d'avoir une dignité et un quotidien vivable. Bon, pour revenir rapidement de manière succincte sur le RIC, peut-être que certaines personnes ne sont pas familières avec le thème. Avec le terme, pardon, le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc, c'est un mécanisme démocratique permettant aux citoyens de proposer et de voter directement des lois, de révoquer des élus ou de modifier la Constitution. Je pense que pas mal de personnes vont se poser la question, comment est-ce qu'on met en place
un RIC? Est-ce que ça nécessite pas de modifier la Constitution? Comment on le met Mmh. en... Enfin, déjà juridiquement, comment ça se met en place? Et après, comment ça s'organise au niveau du territoire? Alors, aujourd'hui, les gens sont attachés à un système qui fonctionne pas. Et donc forcément, dès qu'on parle d'un changement, ça fait peur. Quand on regarde le système actuel, quand une loi est votée, on n'a pas de possibilité de dire: «Écoutez, la loi, je la trouve complètement, aberrante pour diverses raisons». On n'a pas d'informations sur cette loi. On a juste des chaînes de télévision, dont LCP, qui filment l'Assemblée nationale, où des gens qu'on a élus, c'est-à-dire à qui on a donné notre pouvoir, sont en train de débattre. Alors plus ou moins, hein, certains dorment, d'autres vapotent, certains sont en train de jouer sur leur téléphone. D'ailleurs, certains sont absents la plupart du temps. Et des lois sont édictées et mises en application dans notre pays, ce qui change absolument tout de notre quotidien pour à des niveaux qui sont plus ou moins dangereux d'ailleurs pour nous, hein. Ça peut aller d'une loi qui va rendre obligatoire une taille de pneu pour l'hiver à, je sais pas moi, le changement du budget qui fait que des médicaments vont plus être remboursés. Je prends l'exemple de quelqu'un de ma famille qui est diabétique par exemple et qui va voir bientôt ses médicaments être remboursés différemment. Donc ça peut avoir des impacts très concrets sur nos vies et on n'a absolument aucun pouvoir là-dessus. Comment on fait pour mettre en place un RIC? Bah, déjà, on modifie la Constitution, on modifie, notre article 3, mais pas seulement, l'article 27 aussi. Dans cet article 3, qu'est-ce qu'on a? On a, le peuple est souverain par le biais de ses représentants. Donc on perd notre souveraineté déjà. On rentre dans un système représentatif où, bah, on voit, ce que ça donne, les gens décident à notre place. On change cet article de Constitution et on rend la souveraineté au peuple. Ensuite, dans cet article 3, il y a les élections, donc le représentatif, mais il y a aussi le fait de parler du référendum d'initiative partagée, qui n'est donc pas à l'initiative du citoyen. C'est pas vous qui décidez quand faire un référendum, c'est nos élus. Donc c'est à l'initiative des parlementaires. Et ensuite, c'est suivi par une population d'au moins 10% de la population votante, pardon, une proportion de 10% de la population votante. Et ensuite, ce référendum, même s'il arrive à terme, même si il va dans l'intérêt collectif, il n'a pas l'obligation, l'État n'a pas l'obligation de mettre en pratique le résultat de ce référendum. C'est-à-dire que le référendum est consultatif. Exactement de la même manière que le référendum présidentiel, qui avait été utilisé par exemple pour l'entrée en Union européenne, et qui n'a pas donné de résultat concret puisqu'il était consultatif et qu'à l'époque, la présidence avait décidé de ne pas respecter la décision collective. Donc, on a un outil qui est assez sympa, parce que là, je vous parle du référendum d'initiative citoyenne. Mais il y a des gens qui travaillent dessus depuis des années et qui font un travail exceptionnel. Je vous ai envoyé tout à l'heure, Ina, le lien ce qu'on pourrait appeler un chat génératif, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas l'habitude des outils informatiques, vous ouvrez une page et puis vous pouvez taper du texte. Et en tapant du texte, vous pouvez poser des questions justement sur ce référendum d'initiative citoyenne, comment on le met en place, à quoi ça correspond, quelles sont ses limites, comment la population peut retrouver une forme de pouvoir, quel contre-pouvoir on peut mettre pour éviter justement qu'il y ait, mais ça je pense que ça viendra dans une question après, comment on peut éviter le détournement de ce référendum. Et Ouais, donc ça vous répond, exactement. ça vous donne des informations au fur et à mesure que vous pouvez rendre plus précises en posant des questions plus précises ou survoler en posant des questions moins précises. C'est des gens qui travaillent comme par exemple Étienne Chouard, comme Léo Giraud, comme un de mes amis qui est présent ici qui s'appelle Benoît Guarini, qui est dans le chat et qui va faire très attention à ce que je dis sur le référendum d'initiative citoyenne parce qu'il est très précis sur ce sujet. Et donc c'est d'ailleurs lui qui m'a donné le lien de ce petit, on va dire, c'est presque une encyclopédie du RIC interactive. Et je pense que ce serait bien de le partager aux gens qui se posent des questions Ouais, parce que le ça. lien, je viens à l'instant de le mettre dans annonce. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la manipulation des médias et il y a une question qui me vient en tête, c'est comment ne pas faire tomber le RIC, enfin, comment le RIC ne pourrait pas devenir un outil manipulé? Alors, moi j'ai une réponse à cette question. Aujourd'hui, est-ce que les élections sont manipulées ou pas? Est-ce que les campagnes électorales sont neutres? Est-ce que, quand on parle de législatif, les gens sont informés du pourquoi oui, pourquoi non, avec quelque chose d'impartial ou pas? J'ai la réponse et je pense qu'on l'a tous, c'est non. Par contre, pour avoir un outil qui fonctionne comme le RIC, il faut mettre en place ces sécurités.
C'est-à-dire, est-ce que les médias d'État doivent être détenus par des milliardaires et gérés par un CSA qui a une indépendance très relative, au même titre que l'IGPN pour la police, etc. Ou alors est-ce qu'il faudrait mettre en place justement un contrôle citoyen avec un organe qui permet de contrôler ce que les médias disent et pendant une campagne de référendum, par exemple, d'avoir la capacité concrète et réelle de vérifier que la campagne d'information, elle soit elles permettent aux citoyens d'être informés de façon libre et éclairée, comme quand on devrait prendre un traitement médicamenteux, hein. D'accord. Heu, est-ce que il faut d'abord passer par là? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut qu'un outil fonctionne, à partir du moment où ça peut toucher plus de 47 millions de personnes qui sont en capacité de voter, il faut que ces organes, il faut que cette possibilité, elle soit contrôlée et elle soit contrôlée très fortement. C'est notre droit d'être informé, c'est un droit constitutionnel. Mais c'est un droit qui est largement bafoué par les médias aujourd'hui. Donc si on veut mettre en place, un référendum d'initiative citoyenne efficace, effectivement, il faut aussi pouvoir, toucher aux médias et récupérer notre pouvoir sur enfin récupérer notre pouvoir, récupérer le fait de mettre des contre-pouvoirs sur des institutions comme le sont les médias. Ce qui permettrait effectivement, vu que ce serait très contrôlé, beh, d'avoir une information qui est plurielle, en expliquant le pourquoi oui, le pourquoi non, qui soit complètement neutre et qui permette à tous les citoyens qui s'intéressent au sujet de pouvoir avoir une information. Et si ces citoyens en question sont en manque d'information, qu'on puisse leur donner la possibilité d'aller s'informer par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de très important aussi qu'on n'a pas aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se faire mettre dans des cases. Il y a les médias d'extrême gauche, les médias d'extrême droite, il y a des partis d'extrême gauche, des partis d'extrême droite. Entre tout ça, il y a la droite, la gauche, le centre, les gens qui disent ne pas avoir de parti, etc. Et, et donc, on met les gens dans des cases sans leur laisser une seule seconde la possibilité de pouvoir remettre en question les informations qu'on leur donne et la capacité de s'informer sur les sujets. On, D'accord. on rend Donc si je comprends bien, avant même de travailler, sur, le RIC, il faudrait venir réformer les médias et toute leur propagande. Mais est-ce que ça serait pas, du coup, les personnes, les plus engagées politiquement qui, iraient répondre à cette question? Comment on fait, pour, fédérer autour de personnes, bah, voilà, qui sont déçues de la politique ou qui s'y ont jamais intéressées? Bah, les gens sont on est tous enfin moi je suis très déçu de la politique depuis que je suis né, hein. Je suis contre l'injustice et à chaque fois que je regarde un homme politicien en costard cravate, ça me donne des envies qui sont presque répréhensibles pénalement, donc je vais pas les exposer, verbalement. Mais il y a certains personnages politiques, on aurait envie de les secouer un petit peu, et je n'en invite absolument pas à le faire, hein, parce que sinon on va dire que j'invite, à la commission de crimes et délits. Mais comment on fait pour ça? Ben si vous mettez en place une commission citoyenne qui est tirée au sort, par exemple, et par exemple, en tant que citoyen, vous allez faire partie d'un organe de contrôle d'une institution, qu'elle soit, je sais pas, policière, médiatique, qu'elle soit, économique et pendant votre implication citoyenne, eh beh, vous allez faire attention à ce qui se passe et vous allez contrôler ce qui se passe. Ça peut être de façon complètement aléatoire et là, c'est pour ça que ces questions sont très importantes et ces questions doivent avoir des réponses précises. Moi, je peux survoler les sujets là, parce que sinon on pourrait faire une conférence qui durerait des heures. Mais c'est vraiment l'outil que je vous ai permis enfin, de transférer tout à l'heure et de diffuser est très important parce que ça permet de répondre à ces questions. Avant référendum, il faut qu'il y ait une étape d'information impartiale. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Il faut que ces deux étapes soient obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui rentrer dans l'idée qu'on va modifier notre système en reproduisant exactement la même chose. On garde les médias comme ils sont aujourd'hui, avec des milliardaires amis enfin, amis des politiques, hein, amis du pouvoir, clairement. Hein, on va pas se mentir. Xavier Niel et tous ces personnages que dénonce très simplement, enfin très simplement, très techniquement, je dirais plutôt, Juan Branco, qui met à jour toute cette espèce d'interconnexion de personnages politiques, médiatiques, hommes d'affaires, etc., qui nous empêche en tant que citoyens de vivre une vie qu'on devrait vivre, c'est-à-dire une vie où on est impliqué. Je prends l'exemple de la Suisse parce que je vois que ça a apparu dans les commentaires plusieurs fois. La Suisse se rapproche un peu d'un système de démocratie directe puisque les citoyens sont impliqués. Le problème de la Suisse, c'est qu'il n'y a pas de débat contradictoire impartial, il n'y a pas d'obligation de débat contradictoire impartial. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un petit bulletin. Moi, j'ai publié ça sur mes réseaux, parce que j'ai été en Suisse récemment. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me montre à quoi ressemblait un bulletin de vote suisse, et sur un sujet
pour le coup, parler de ne pas financer certains lobbies et de se retirer de certains financements qui nuisent à l'écosystème de différents pays et dont la Suisse peut être participante. Et donc c'est un petit livret explicatif avec le oui, le non, le pourquoi, le comment, mais qui reste quand même un peu orienté et il n'y a pas vraiment de débat contradictoire. C'est très important de pouvoir voir, de pouvoir avoir comme information des informations qui se croisent et sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Ça permet d'avoir une vision différente et ça permet d'avoir un avis qui est construit. Aujourd'hui, les médias et les politiques font tout pour que quand on rentre chez soi, qu'on a fait sa journée de travail, qu'on a ses gosses à s'occuper, son linge à faire, on a autre chose à foutre que de réfléchir à tout ça parce que c'est fait, tout est mis en place pour qu'on n'ait pas l'envie, qu'on n'ait pas le temps. Le problème, c'est que quand on prend pas le temps de le faire, ils le font à notre place. Quand on n'a pas l'envie de s'instruire politiquement, ils se servent de notre faiblesse politique et de parfois peut-être notre, je sais pas, je dirais, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros notre flémingite aiguë de vouloir se renseigner. Ils se servent de ça pour se dire les gens n'ont pas le temps. Et puis si jamais ils prennent le temps, on va leur lancer un petit sujet pour qu'ils aillent se battre les uns contre les autres. Et ça va leur éviter de réfléchir à ce qu'on va faire de leur vie. C'est très important. Pour faire un petit lien avec le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, à l'époque, quand il est né, on a plusieurs fois dit une petite phrase qui était simple, c'était on va pas changer le monde, mais on est les canaris dans la mine. On est en train de dire que ça sent le gaz. Après, libre à tous ces personnages qui nous dirigent de comprendre que ça va, à un moment donné, sentir le gaz pour eux. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont réagi différemment. Ils ont protégé leurs intérêts, leurs privilèges. Et ils ont restitué la violence que les gens vivent tous les jours contre eux, dans la rue. Euh, et aujourd'hui, bah, on a réfléchi, on a 6 ans de recul, bien plus pour les gens qui travaillent sur le référendum d'initiative citoyenne, puisque ces gens travaillent dessus depuis des dizaines d'années peut-être. Et aujourd'hui, je vois par exemple dans le chat qu'il y a énormément de jeunes. Et c'est très 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 important. On a des personnes qui ont 50, 60, 70 ans qui sont inquiets de voir leurs enfants et leurs petits-enfants grandir dans le monde qu'on est en train de nous vendre. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et c'est hyper important, si j'ai un petit message à faire passer entre trois questions aux jeunes, c'est très 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 important de pouvoir prendre le temps de vous renseigner et d'avoir une capacité de remise en question qui est supérieure à zéro. Parce que c'est tellement ce qui est mis en place par le biais de l'éducation nationale et par le biais du fait qu'on vous fasse croire que moins vous posez de questions et plus vous finirez haut dans une échelle hiérarchique, on a pris l'habitude de ça. Dans une société, dans une boîte, pour tous ceux qui travaillent, on sait très bien que quand le patron commence à dire il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela, même si c'est pas correct, pas normal, pas légal, le fait de commencer à dire écoutez, je suis pas d'accord, on sait que ça va poser des problèmes et ça devrait pas être normal. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Et je suis content de voir quand même que dans les commentaires, il y a ouais, procrastination, ouais, j'ai dit flémingite aiguë tout à l'heure, je cherchais procrastination ou un synonyme pour parler de la faiblesse intellectuelle ou de la procrastination intellectuelle. Donc voilà, tout est un peu interconnecté et ces 6 dernières années, en tout cas pour ma part, ça fait 6 ans, j'ai vu les choses évoluer et aujourd'hui, ça me permet de participer au projet de Juan Branco qui est celui de faire retrouver aux citoyens leur souveraineté. Et ça me permet aussi d'être présent devant vous aujourd'hui et de vous donner mon avis, de vous partager l'expérience que j'en ai eue et vous montrer ce que j'aimerais qu'il se passe dans le monde de demain. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes au moins intéressé de savoir ce qui risque de s'y passer et peut-être même plus, vous êtes peut-être participant à tout ça. Et si c'est le cas, eh ben, en tout cas, je vous remercie parce que enfin, vous êtes bien plus important que ce que vous pensez. J'ai eu des gens qui m'ont dit dans la conférence de Rouen et dans les différentes conférences que j'ai pu faire ces dernières années, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de participer à leur hauteur, que ils ne savaient pas quoi faire, que c'était compliqué par rapport à la famille, qu'ils étaient à mobilité réduite, donc ils ne pouvaient pas bouger en manifestation, qu'ils ne savaient pas trop s'occuper de l'outil informatique, donc c'était compliqué pour eux. Tout ce que vous faites, de la simple discussion avec des amis, où vous allez leur dire: «Il faut se poser des questions les gars, c'est pas normal», jusqu'au fait d'être, un expert en informatique ou une experte en informatique, tout compte parce que on est il faut bien comprendre et c'est pour ça que la ruche prend tout son sens et le fait d'être des abeilles prend tout son sens. Quand on est des centaines de milliers à produire un tout petit effort, bah, les choses, elles évoluent. Alors que si on est tous en train de se dire que ce qu'on fait ne va amener à rien, bah, c'est là qu'on produit aucun effort et qu'il se passe rien.
Je vous ai entendu parler de la Suisse. C'est un bon exemple. Si je ne me trompe pas, ils ont du coup ce référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que le système il est bon en Suisse? Y a-t-il des critiques à faire? Comment la démocratie elle est protégée? Bah, forcément, il y a des critiques à faire sur tous les systèmes. C'est justement ça aussi l'importance d'un RIC et l'importance d'être souverain. C'est que rien n'est jamais parfait, mais comme on peut critiquer et qu'on peut enfin, tendre à améliorer les choses, eh ben, on va sur quelque chose de meilleur. Donc évidemment que tout est critiquable. Le système suisse a ses imperfections, dont je connais absolument pas tous les tenants et les aboutissants. Ils ont le mérite d'impliquer les citoyens, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je pense il y a par exemple, le débat contradictoire obligatoire qui serait un plus chez eux. Ils sont, je crois, si je me trompe pas, ils ont quatre votations par an sur des référendums. Ils ont cette notion d'initiative citoyenne, hein, un référendum peut être déclenché par des citoyens. Puis après, ils ont un système qui est un peu différent du nôtre parce qu'il y a les cantons, il y a le fédéral. Ils n'ont pas de président de la République. Ils ont 7 sages qui tournent une fois, enfin tous les ans. C'est jamais le même, ce qui permet d'éviter euh, le fait qu'une personne accapare le pouvoir, comme on le voit en France avec alors moi je l'appelle Saturnin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que je manque de respect à la fonction présidentielle, mais je l'appelle Saturnin parce qu'il a l'impression que tout tourne autour de lui et la couleur jaune, ça lui a foutu de l'urticaire pendant quelques années. Donc Saturnin en France est président depuis plus de... Enfin, il est à la moitié de son deuxième mandat et on a toujours des gens qui meurent de froid dans la rue l'hiver parce qu'ils sont sans domicile fixe et qu'ils ne sont pas aidés. On a plus de 11 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On est quand même un pays qui exporte des armes à des pays qui bombardent des civils un peu partout dans le monde. Je pense au Yémen, je pense à la Palestine, je pense à tout un tas de pays en Afrique où une monnaie est créée par la France depuis des années et ne permet pas à certains pays africains de faire valoir leurs droits à vivre de leurs ressources naturelles. Tout ça, c'est des débats géopolitiques qu'on pourrait avoir, mais qui pourraient aussi être réglés par le biais d'une conscience générale, en disant, est-ce que j'accepte que mon pays fasse ce genre de choses? Est-ce que j'accepte de participer à ce genre de choses à l'étranger? Est-ce que j'accepte que des gens meurent dans nos rues alors qu'on produit plus de 3 000 milliards de produits intérieurs bruts et qu'on est encore en train de courir après 1 300 milliards d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale de multinationales et de grands groupes qui en ont rien à foutre de ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, parce que nous sommes que du consommable qui est bien là pour remplir les caisses de l'État jusqu'à notre mort. Mais voilà, tout ça, il faut bien prendre conscience que ça ne changera pas avec un système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et que le seul moyen de faire en sorte que ça change, c'est de mettre en place une souveraineté qui est populaire et qui est contrôlée et surveillée par le peuple. À partir du moment où les organes de pouvoir ou les institutions d'un pays sont dirigés par des représentants qui n'ont pas de mandat impératif, c'est l'article 27 de notre Constitution, qui n'ont pas d'obligation de faire ce pourquoi ils ont été élus, qui n'ont pas d'obligation de mettre en application des décisions collectives comme le référendum d'entrée à l'Union européenne, etc. Tout ça, ça fait en sorte, et puis je passe sur les articles 49.3, les articles 44 qui s'utilisent à tort et à travers au sein de l'Assemblée nationale pour faire passer les lois, même quand elles n'ont pas l'unanimité enfin voilà, ça leur permet de faire tellement de choses. On pourrait débattre de ça en montrant tous les aspects point par point de ce qui leur permet de nous entuber à longueur de journée, mais je suis pas certain qu'on soit à un moment de l'histoire où on ait besoin de savoir jusqu'où ils peuvent nous entuber. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire où il faut arrêter ça tout simplement. Je pense il faut à un moment donné mettre un gros stop à ce système qui détruit tellement de choses qu'on ne pourrait pas les lister et faire en sorte qu'on construise quelque chose de collectivement intéressant et puis qui est possible. Je veux dire, dans la société, il y a une intelligence chez les gens qui est collective et qui est extrêmement importante. Il suffit pas de, enfin, quand on regarde des gens sortir de l'ENA, mettre un costume, cravate, et puis se balader en jet privé en disant à des gens qui tous les jours se lèvent en espérant avoir un avenir meilleur, qu'il va falloir serrer la ceinture, en versant à peine une larme pour des gens qui voient leur pays dévasté par un cyclone à l'autre bout de la France parce que c'est un dom-tom et puis on s'en fout, en riant, en buvant l'apéro au salon de l'agriculture et puis en crachant deux, trois fois des petites phrases assassines sur la gueule des gens qui galèrent tous les jours. Je pense que oui, il faut changer tout ça et on en a la capacité. On a des gens qui travaillent sur comment c'est possible, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment on le met en place. C'est
l'outil que je vous parlais tout à l'heure qui vous permet de répondre à ces questions, mais c'est aussi, le fait de s'intéresser aux gens qui travaillent pour le référendum d'initiative citoyenne. C'est vraiment très important de s'intéresser à ça et de bien comprendre, il faut vraiment bien comprendre ça. Le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, sans limitation de sujet, c'est ni une idée d'un parti politique d'extrême, qu'elle soit de droite ou de gauche, ni une idée d'un parti qui est centriste et qui dit, et qui se dit être du bien collectif. C'est un projet collectif de citoyens qui ne peut pas être appliqué autrement que par des citoyens, avec un contrôle citoyen, dans l'intérêt citoyen. Si vous donnez cet outil à des politiques, c'est comme si vous donniez, je sais pas moi, une arme à un enfant en espérant qu'il sache jamais s'en servir. Bien sûr que si, ils sauront s'en servir, ils sauront le détourner et ils feront en sorte que, s'il y a des failles, eh ben, ils les combleront pour éviter qu'on prenne le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait avec les médias, c'est ce qu'ils ont fait avec les politiques, c'est ce qu'ils ont fait avec tout un tas de choses qui nous empêchent facilement d'accéder à une souveraineté générale, une souveraineté populaire. Et c'est ce qu'on essaye par le biais de l'action de Juan Branco, par le biais de l'action de tous ceux qui travaillent sur le RIC et qui travaillent à informer les gens sur ce sujet. C'est de passer par la dernière faille qui est possible et de faire en sorte que cette faille-là soit la dernière qu'on ait besoin de prendre parce qu'après, ça change les choses, tout simplement. Mais je vous ai entendu du coup parler du néocolonialisme que la France pouvait encore, enfin, exerce encore dans certains pays d'Afrique et de la situation à Mayotte. Au vu de la situation actuelle, quelles seraient les étapes pour un RIC fiable? Est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux de prévoir un contre-pouvoir au RIC afin d'éviter qu'elle ne devienne un outil arbitraire ou manipulé? On revient encore à la manipulation des médias dont vous avez parlé un peu plus tôt. Bah, bien sûr que oui, il faut absolument qu'il y ait des organes de contre-pouvoir. La mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, elle est donc à l'initiative des citoyens. Elle propose un sujet. Ce sujet est débattu et ensuite il doit acquérir une majorité. Alors la majorité, ça c'est forcément aux citoyens de décider à quel niveau on fixe cette majorité. Est-ce que c'est 50+1? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 50+1 pour un sujet quelconque ou est-ce que c'est 50+1 pour un sujet qui est très important pour la société? Tout ça, c'est à définir, évidemment. Mais le contre-pouvoir, c'est nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un sujet d'intérêt général qui est discuté, il n'y a pas un Lagardère ou un Niel qui va débarquer en mettant 10, 20, 30 millions d'euros sur ses chaînes de télé pour diffuser en boucle qu'il faut absolument pas sortir de l'Europe, ou qu'il faut absolument pas aller aider Mayotte, ou qu'il faut absolument pas faire rentrer tel ou tel sujet dans les débats sociétaux. Ces gens-là n'auront plus la possibilité de pervertir les débats publics. Et c'est ça qui rend un outil efficace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous empêche d'avoir une information complète, libre et éclairée, ben forcément, on vous induit en erreur et on vous amène là où on veut vous amener. Ceux qui sont d'extrême droite, on va faire en sorte de les amener et on va faire en sorte qu'ils restent dans leur façon de penser, dans leur carcan de pensée. Et ceux qui sont à gauche aussi. Donc, quand on reste figé dans ce genre de société, bah, ça permet que les gens se tapent sur la gueule et qu'on continue le système. Le fait de mettre un RIC, c'est le fait de pouvoir rendre tous les sujets de nos vies discutables, modifiables, dans l'intérêt collectif, avec des contre-pouvoirs qui empêchent une ingérence extérieure, un milliardaire de mettre des millions d'euros sur la table pour pas que ce soit mis en place, surtout si on va aller lui chercher ces millions d'euros qu'il n'a pas déclarés au fisc, avec lequel il a été se balader en jet et qui veut surtout pas rendre à la collectivité. Euh, à partir du moment où vous avez une information qui est cadrée par la loi, une loi qui est décidée collectivement et qui rend les choses obligatoires, les médias qui ne respectent pas leur rôle d'informer complètement et de façon impartiale les gens seront punis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un média qui fait n'importe quoi, le CSA arrive, bon, c'est pas bien, vous allez payer 10 000 euros d'amende et puis c'est tout. Non. Le rôle d'un CSA citoyen, c'est de dire, vous avez une obligation d'impartialité et de débat contradictoire et de diffusion d'informations. Si vous ne répondez pas à ce principe-là, vous n'avez plus l'autorisation d'émettre. Vous n'avez pas le droit d'enlever le droit d'être informé aux citoyens. Donc, si vous le faites, ben, c'est fini pour vous. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui pour le pouvoir médiatique, hein. Le pouvoir médiatique fait absolument ce qu'il veut. On peut être trompé, on peut être complètement. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe quand on parle, par exemple, de conflits armés à l'étranger. Suivant les chaînes que vous regardez,
vous avez des informations complètement différentes. Et la plupart du commun des mortels qui passe sa journée à bosser et qui a des enfants à la maison, quand il rentre chez lui, est-ce que vous croyez vraiment qu'il a la possibilité et le temps d'aller s'informer de façon correcte pour se forger une opinion? C'est impossible. Et c'est le rôle d'un média de faire ça. Le rôle d'un média, enfin, à la base, il y a une charte qui est signée par tous les journalistes, hein, qui les oblige à fournir de l'information neutre, et c'est absolument pas ce qu'ils font. Personne, aucun journaliste qui veut garder son travail, et là je parle peut-être à des pigistes qui vont être là dans le comment ça s'appelle, dans le chat, qui pourront sûrement confirmer. Si vous êtes pigiste et que vous vendez des articles écrits, par exemple, bah, si vous êtes trop engagé, on va pas vous acheter vos articles. Et donc, si vous devez remplir votre frigo, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin de vous appeler pour vous dire qu'il faut changer votre article. C'est vous qui allez le faire de vous-même pour gagner de l'argent et pour qu'on vous achète vos articles. Donc la censure, elle est vicieuse parce que le pouvoir est détenu par l'argent et par donc la personne qui détient le média. À partir du moment où vous êtes dans un système où l'information, elle peut pas être tronquée, sinon le média, il s'arrête, ben là, les gens peuvent avoir, la possibilité de faire des articles qui sont, engagés et puis qui montrent, voilà pourquoi oui, voilà pourquoi non, et on peut donner un temps de parole équivalent aux 2 façons de voir les choses, ce qui permet aux gens, bah, de se forger une vraie opinion. C'est très important. C'est une des bases, qui permettrait déjà de vivre dans un monde beaucoup plus serein, le fait d'être informé correctement. Aujourd'hui, on est dans une société où, les médias jouent sur le côté émotionnel des êtres humains pour vous faire et pour nous faire réagir sur l'instant T à des sujets avec des phrases chocs, avec des on appelle ça des trucs putaclic, hein, pour être vulgaire. Mais en gros, ça ne permet pas à quelqu'un de réfléchir et de prendre de la distance avec les choses. Ça le met dans une situation où il réagit sur l'instant T, dans l'émotionnel, et c'est forcément dirigé. Le problème, c'est que ça a des impacts aussi dans nos vies. Quand vous voyez que sur l'instant T, ça fait que les gens se mettent en colère et qu'il y en a qui finissent par se faire la guerre, bon, je suis pas persuadé que ce soit très intéressant pour la collectivité de faire la guerre. Moi, je suis pas quelqu'un qui prône la guerre, au contraire. Et quand je vois qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand vous regardez par exemple le conflit ukraino-russe, il y a énormément d'Ukrainiens et énormément de Russes qui auraient préféré rester avec leur famille que d'aller combattre pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et je pense à toutes les personnes qui n'ont rien demandé et qui sont en train de se prendre des bombes sur le coin de la gueule parce que des politiciens ont décidé que ça allait être comme ça leur quotidien pendant quelques années, voire, enfin quelques mois, voire quelques années. Et Exactement. tout ça Hem, peut être, régulé par le pouvoir citoyen et par des contre-pouvoirs qui sont citoyens. Parfait. On va revenir maintenant au mouvement Les Gilets jaunes pour les quelques minutes d'intervention qui va nous rester avant de passer à la session questions-réponses. Je vous invite d'ailleurs à prendre, la parole, à demander la main pour pouvoir, monter et lui poser, la question de vive voix. Donc, heu, toute la France a vu, vos manifestations aux 4 coins, du territoire. Hem, Aujourd'hui, est-ce que vos revendications, elles ont été entendues? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Sinon, pourquoi on ne vous voit plus? Pourquoi le mouvement s'est arrêté? Si, c'est le bon terme. Alors le mouvement en tant que mouvement de masse dans les rues a pris fin, à l'arrivée du covid. Je vais pas débattre sur ce covid, sur la fin des manifestations. Ce qui est important de savoir, c'est que le mouvement des gilets jaunes a inspiré 47 pays du monde. Donc effectivement, c'est un mouvement qui a été très suivi, qui a donné lieu à des, mobilisations à l'étranger. J'ai pu faire, des conférences et voir des gens qui étaient mobilisés dans différents pays européens, par exemple, mais ça a dépassé les frontières européennes. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, très peu de choses au niveau politique, puisque, la seule chose qui a été mise en place au niveau politique, c'est plus de répression, plus d'achat d'armement, plus d'achat de blindés, plus d'achat de moyens de répression, de moyens de contrôle, de caméras, reconnaissance faciale, de gens qui ont été employés pour vérifier sur les réseaux sociaux si on critiquait pas Emmanuel Macron, sa femme, ou la politique qui était menée. Donc, est-ce que ce mouvement s'est arrêté? Sous la forme qu'il avait, oui. Est-ce qu'il s'est arrêté complètement? Non, il s'est transformé. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se dire que: «OK, on achète des armes alors que je voudrais changer le monde. Et bah, c'est pas grave, je vais pas aller devant ces armes-là, je vais faire différemment et je vais commencer à m'instruire, je vais commencer à m'occuper de voir comment je peux changer les choses différemment». Et donc on en est là aujourd'hui avec cette conférence et d'autres qui auront lieu avec Run Partout, sur le territoire et à l'étranger.
auxquelles je participerai peut-être, peut-être pas, ça dépendra du besoin. Des conférences que je ferai aussi comme ça pour expliquer aux gens qui se sont jamais intéressés au mouvement des Gilets jaunes par la peur d'être stigmatisés, d'extrémistes, d'antisémites ou je ne sais pas quoi. Je vous rassure, je ne suis ni extrémiste, ni antisémite, ni facho, ni sexiste, ni raciste. Je suis un citoyen qui a ses idées, mais qui a surtout une idée qui je pense, peut nous rassembler tous, c'est le fait de vouloir voir ce mouvement se transformer en quelque chose de concret dans nos vies. Donc on en est à cette étape-là. On en est à toutes les personnes qui ont lutté pendant les Gilets jaunes, avant, après, pendant, qui ne voulaient pas le mettre, qui ont lutté à leur manière. Il faut que tous, on comprenne que si on s'y met collectivement, enfin, on représente quand même presque 70% de la population votante aujourd'hui, les gens qui sont plus d'accord. C'est-à-dire qu'entre les gens qui s'abstiennent et les gens qui votent blanc, les gens qui se mobilisent et les gens qui ont pris, qui ont pris une partie de leur vie pour essayer de changer les choses, on représente 70% de la population. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 30% de la population française qui pense que le système actuel, on ne peut pas faire autrement. Et je vous garantis qu'on peut faire autrement. Parce que si on peut pas faire autrement, ça veut dire que bah, il faut que j'éteigne mon ordinateur et puis je vais aller profiter de la fin du monde avant l'apocalypse. Et j'ai pas envie qu'il y ait une fin du monde, j'ai pas envie qu'il y ait une apocalypse. En tout cas, j'ai pas envie que ces politiques la déclenchent dans leur intérêt. Et pour ça, je fais ce genre de débat, je fais ce genre d'initiative pour montrer que effectivement, ce mouvement se transforme. Il se transforme en une volonté collective. Ça, c'est bien plus puissant que des boucliers, que des armes de guerre ou que des costards cravates. Bien que vous mettiez ça dans le crâne, collectivement, on est bien plus puissant que des armes de guerre. Et on tuera personne. Hem, Parler de répression, on a pu voir dans vos témoignages que, vous-même, les répressions étaient assez violentes et même sur, d'autres membres des gilets jaunes. Quelle est la leçon, enfin et quelle est la stratégie pour ne pas revivre les mutilations et les répressions, que vous avez subies? Et là, je parle de tous les gilets jaunes. Bah, il y a pas grand-chose à dire là-dessus, dans le sens où pour éviter les mutilations, il faut éviter d'aller là où le gouvernement nous attend, c'est-à-dire à la confrontation avec des forces de police. Si vous allez devant des boucliers, forcément, à un moment donné, il y a un ordre qui sera donné, c'est-à-dire un ordre de dispersion. Et effectivement, si, comme nous, vous voulez pas vous disperser parce que vous considérez être là pour des choses qui sont d'intérêt collectif et donc qui font preuve de bon sens, bah, vous tenterez de rester là puisque vous vous dites que vous êtes à la base dans un pays démocratique et que vous avez une liberté d'expression. Et on vous fera comprendre très gentiment, à coups de matraque, de LBD, de gaz lacrymogène et de canon à eau, que la démocratie, c'est obéis et ferme ta gueule. Donc si vous voulez éviter ça, ben, n'allez pas en confrontation directe avec des forces de police, allez en confrontation directe avec des cerveaux, avec des gens autour de vous. Et plutôt que de les mettre en retranchement dans leurs idées, c'est-à-dire dire mais ce que tu dis est complètement stupide, je comprends pas ta façon de penser, amenez-les à se poser des questions comme on est en train de se faire aujourd'hui et demandez-leur ce qu'ils veulent plus tard, dans les 10, 20 prochaines années. Est-ce qu'ils veulent une guerre? Est-ce qu'ils veulent un effondrement économique? Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on se tape tous les uns sur les autres? Ou est-ce que peut-être que vous avez envie de vivre dans un monde où travailler, ça vous permet de vivre dignement, que les gens qui travaillent pas, on les accompagne pour travailler vraiment, hein, pas qu'on on explique mettre des dizaines de milliers d'euros sur la table. Et pour tous ceux qui sont aujourd'hui à France Travail et qui sont sur ce live savent très bien de quoi je parle, hein. Quand vous êtes à France Travail, on vous accompagne absolument pas à trouver du travail. On vous permet quelque temps de toucher une allocation en vous proposant tout un tas de trucs qui sont complètement impossibles ou complètement illogiques. Et à la fin, on vous dit que c'est de votre faute si vous travaillez pas. Vous avez qu'à travailler, enfin, vous avez qu'à traverser la rue. Et puis, de toute façon, il n'y a plus d'argent. Donc, on va vous couper les allocs et vous allez vous débrouiller. Ce qui, de toute façon, amène aussi à des conséquences terribles. C'est-à-dire que quand vous êtes heu, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qu'on ne vous apporte aucune réponse, bah, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. C'est l'instinct de survie, c'est normal, c'est aussi ce que l'État cherche. Quand les gens commencent à faire de la folie, ben, on les traite d'extrémistes, mais il y a encore une fois, il y a pas de violence dans la société s'il y a pas de violence d'État. Il y a pas de gens dans les rues s'il y a pas de violence d'État. Il y a pas de gens comme vous et moi aujourd'hui à se parler du sujet dont on est en train de parler ou des sujets dont on est en train de parler, s'il y a pas de violence d'État, s'il y a pas d'incohérence, s'il y a pas de choses qui fonctionnent pas. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est de se dire, OK, il y a eu des mouvements sociaux dans l'histoire qui ont à chaque fois finalement transféré le pouvoir à des gens qui décidaient à nos places. Là, le but, c'est de changer ça en reprenant le pouvoir. C'est de transférer les manifestations dans les rues à des manifestations
dans la pensée et dans les actes. C'est de transformer tout ça en quelque chose de cohérent et de fonctionnel. Et heureusement, il y a des gens qui travaillent dessus et c'est cohérent, c'est fonctionnel, c'est possible. Il faut juste qu'on y aille collectivement et surtout qu'on lâche rien. C'est-à-dire qu'il faut pas rentrer le soir. Et je parle là, c'est pareil, c'est un petit message à toutes les personnes qui sont dans ce live et qui ont des vies difficiles et qui le soir se disent putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ben, vous êtes dans un des trucs qui est peut-être le plus beau de l'histoire de l'humanité, c'est la vie. Elle vaut la peine d'être vécue et elle vaut la peine d'être vécue dans un monde où on la vit correctement. Et collectivement, si on se bat, on pourra vivre quelque chose de plus correct. C'est vraiment très important de comprendre que c'est le collectif qui change les choses. C'est sur ça que jouent les gouvernements du monde entier. Ils divisent les gens pour mieux régner. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vieux comme le monde, tout ça. Mais quand on le comprend et qu'on sait de quoi ils sont capables, il faut aussi leur montrer qu'on est capable de détermination et qu'on est capable d'être collectif. Merci beaucoup. On va passer du coup à l'échange questions-réponses. Je vous invite fortement à interagir avec lui. C'est pas tous les jours que vous allez pouvoir croiser Maxime. Je vous invite du coup à demander la main. Vous voyez tout en bas, vous avez une petite main. Vous pouvez demander la main. Voilà, je vois que vous êtes en train de demander. Donc le temps que je touche, que je dise quelques mots à Maxime, je vous laisse le faire. Bah, le message est super émouvant. Tu nous montres que tu es bien plus la voix dans ce mouvement. Ton authenticité, ton courage et ton engagement incarnent une source d'inspiration profonde. Ta détermination à défendre la justice et à redonner sens à la souveraineté populaire. Tu rappelles à chaque individu qu'il peut faire la différence. Dans ton parcours ou même tes convictions, ça nous pousse à croire en un avenir meilleur et à ne jamais baisser les bras face aux défis. Merci pour tout ce que tu apportes et pour la force que tu insuffles à tant de personnes. Le message que tu viens de divulguer, je pense, a fait chaud au cœur à énormément de personnes. N'hésitez pas à le manifester dans la section chat. Et on te remercie énormément pour cette conférence et ce reboost d'énergie. Bah, c'est gentil, même si je suis un peu contre le culte de la personnalité. Vous êtes tous aussi un peu, parce que là aujourd'hui, j'ai été mis au devant de la scène. J'ai pas vraiment demandé à l'être. C'est comme ça, c'est arrivé. Et j'ai des convictions, donc je sais pas fermer ma gueule. Je suis comme ça. Mais vous êtes tous plus importants les uns que les autres. Il y a pas. Moi, j'ai la capacité publique de parler aujourd'hui. J'ai cette position-là. Ok, très bien, je l'assume. Mais vous avez des positions qui sont bien plus importantes que moi parce que vous avez un anonymat qui est dur à gérer quand on veut s'exprimer et gérer les choses. Et on a souvent l'impression, quand on est anonyme, de pas avoir toutes les possibilités qu'on aimerait avoir pour changer les choses. C'est pas parce que vous n'avez pas cette possibilité-là ou ce niveau de possibilité-là que vous ne pouvez pas changer les choses. Ce que je fais moi, ça a autant d'importance que ce que vous faites tous. Je suis ni plus ni moins qu'une petite abeille dans la ruche et je fais ce que je peux à mon échelle et j'espère que vous ferez tout ce que vous pouvez à votre échelle pour faire en sorte qu'on y arrive tous parce qu'au final, on a tous à y gagner. Au final, moi comme vous, comme tout le monde. Et j'espère un jour pouvoir être un citoyen qui mettra un bulletin dans une boîte qui vraiment pourra donner ma voix et qui vraiment pourra faire changer le quotidien dans lequel je vais évoluer ces prochaines années. Donc, merci beaucoup Ina en tout cas. Je t'en prie. Alors, Vic, tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole et poser ta question. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, je vous Oui, entends. bonsoir à tous deux. J'ai 2 questions, Maxime, 2 questions en une. Tu as parlé d'Étienne Chouard et je voulais savoir si en coulisses, il travaillait à un organigramme avec Roanne, avec vous tous, construire un organigramme des institutions pour que ce soit un petit peu plus précis pour nous. Et deuxième question, est-ce que vous envisagez toujours des politiciens de métier? Alors, pour répondre à la première question, il n'y a pas de prise de contact direct pour l'instant entre Étienne et Roanne, mais de la bouche de Roanne, puisque j'ai discuté avec lui d'Étienne Chouard, évidemment. Roanne est tout à fait d'accord pour rencontrer Étienne, évidemment, et discuter d'organigramme ou de précision, puisque je sais que beaucoup de gens qui s'intéressent au RIC manquent de précision dans ce qui se passe actuellement.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est quelque chose d'assez énorme, tout ce qui est en train de se passer, ça demande aussi beaucoup de temps de préparation. Mais pour répondre à ta question, oui, effectivement, Juan m'a bien confirmé être d'accord avec le fait de rencontrer Etienne et de discuter de tous ces sujets-là. Et après, la deuxième question, est-ce que des politiciens de métier seraient intégrés dans ces processus? Là, je vais donner un avis personnel. Je pense que des politiciens de métier n'ont rien à faire dans le processus de démocratie directe. Je pense que des gens qualifiés dans leur domaine, par exemple quelqu'un qui va être à l'éducation, eh ben, il faut quelqu'un qui soit qualifié, donc un professeur par exemple, ou quelqu'un qui connaisse ce secteur, mais un politicien, par définition, aujourd'hui dans le système qu'on a, c'est quelqu'un qui fait de la politique et c'est tout. Et on le voit très bien, par exemple, quand vous avez une Madame Borne qui dit je ne suis pas persuadé qu'une ministre de l'Éducation soit forcément quelqu'un qui connaisse quelque chose à l'éducation. Ben, moi, je suis persuadé de l'inverse. Et je pense que des gens qui en ont fait leur métier pendant des années, le fait d'être politicien, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent comme tout un chacun, comme tout citoyen, qui retrouve un travail d'intérêt collectif et qui peut-être un jour soit tiré au sort pour participer à la vie de la collectivité. Mais je pense que ce statut de politicien de père en fils et de copain en copain, je pense qu'il faut y mettre un terme. Ça, c'est un avis personnel. Oui, merci à toi. Mais c'est ce qui entretient la corruption de toute façon. Exactement. Exactement. Voilà. C'était une bonne réponse? Oui, merci. Ça va. Est-ce que tu as une autre question en attendant que quelqu'un d'autre peut-être veuille Ben intervenir? écoute, non, c'était mais pour moi, c'était la base, c'était le fondamental. Bah, écoute, Pour partir sur des bonnes bases, il faut voilà, que cette architecture-là soit très claire. Et d'ailleurs, si pour répondre à une question que tu n'as pas posée mais qui colle à la tienne, beaucoup de gens m'ont demandé, par rapport au fait que je participais à ce projet avec Juan, si j'avais l'intention d'avoir un poste. Justement, le but de mettre en place ce système, c'est de ne pas avoir de poste. Donc peut-être qu'un jour, je serai tiré au sort pour être, je sais pas, à la surveillance d'un média ou à la surveillance d'un processus législatif. Mais tant que je ne suis pas tiré au sort, je ferai comme tout le monde. J'aurai ma place de citoyen et ça m'ira très bien comme ça. Donc non, c'est ni pour avoir un poste, ni pour aspirer à avoir une position, bien au contraire. Après, pour débuter, ce serait pas choquant, c'est-à-dire de partir avec des gens compétents. Pour le démarrage, c'est pas choquant, je pense. Bah, le démarrage impliquera forcément ça pour l'instant, mais ce qui est important, c'est que les gens qui démarrent s'engagent. Par exemple, alors ça avait été discuté comme sécurité, quelqu'un qui s'engage par ses biens personnels à tout perdre si jamais il venait à en profiter et qui soit absolument révocable. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'une fois que la personne qui a mis ce système en place l'a mis, il faut qu'il puisse soit être porte-parole gouvernementale, par exemple, si ce poste est mis en place, mais qu'il n'ait aucune décision possible et qu'il ne puisse pas prendre des décisions pour la collectivité. Et puis voilà, je pense que c'est tout ça. Étienne en parle très bien. Tous ces processus-là, il les connaît bien, il les explique bien. Encore une fois, l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure est vraiment intéressant. Allez-y, jetez un coup d'œil dessus et vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à des questions qui sont même très techniques. Donc c'est vraiment intéressant. Mais voilà, moi je ne veux pas de poste et je participerai en tant que citoyen le jour où ça m'arrivera. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de changer le système de le faire comme ça. Merci beaucoup, Vic. Je te laisse descendre par toi-même. Est-ce que Bidounou, tu pourrais couper ton micro le temps que CGT prenne la parole, s'il te plaît? Bonsoir, CGC. CGT, c'est un peu pardon. trop syndiqué. J'ai pas bien vu, désolé. J'étais en train de chercher le logo de la CGT, je comprenais pas. Non, c'est le logo de Napoléon. Enfin, alors, sachez, rien à voir avec l'impérialisme, mais avec des idées concrètement françaises, mais rien de plus profond. Alors, bonsoir, merci Maxime. À savoir qu'on s'est croisés à Paris à l'époque à des manifestations de Gilets jaunes. On était devant l'hôtel de ville. J'ai pu te serrer la pince 5 minutes et on a pu discuter. Je tiens à te poser une petite question. Comment vois-tu l'extrait de la violence de notre mouvement? Pour la simple et bonne raison que même dans les livres de Juan, par exemple, il soumet l'hypothèse qu'on n'aurait pas le
choix de le faire, malheureusement. On n'aurait Alors, pas le choix de passer par là. Vas-y, je t'écoute. Alors, il soumet l'idée qu'on n'ait pas le choix de passer par la violence si Mhm. ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place ne fonctionne pas. Évidemment, si tu arrives Totalement. Ouais. par une faille à récupérer une souveraineté populaire, ce qu'il est en train de tenter, tant mieux. Mhm. Mais si ça fonctionne pas, on va pas non plus rester à genoux jusqu'à la fin des temps à se faire asservir par des gens qui accaparent toutes les richesses et qui détruisent tout sur leur passage. Donc effectivement, Juan, On est totalement d'accord. dans ses ouvrages, en fait, je pense que c'est un peu comme ce qu'il a fait avec son livre sur la guillotine. Pas une menace, c'est Mhm. peut-être un cri d'alarme en disant Un mode attention. d'emploi. C'est un mode Oui, d'emploi, mais c'est un cri totalement. Je d'alarme en suis disant totalement attention, d'accord avec toi. on peut la jouer, Mhm. on peut la jouer collectif et dans l'intérêt collectif. Et si vous ne nous laissez pas faire, on peut aussi la jouer collectif différemment. Ça, on a très bien su le faire dans l'histoire. Il faudrait juste que ça donne un effet différent que la dernière Révolution française où les bourgeois nous l'ont bien mise à l'envers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet est différent Totalement. et qu'il faut absolument que ce soit le peuple qui soit souverain à la fin et pas encore un bloc bourgeois qui réécrive des lois qui nous asservissent avec une constitution qui va dans leur sens et qui leur permet. Exactement. Donc voilà. Et En fait, je posais cette question. Je posais cette question dans le sens où, au vu des récits et de l'histoire, il a été prouvé que quand on voulait pousser quelque chose, quand on atteignait entre guillemets le stade de la révolution, il est très rare, voire ça n'a jamais été le cas, d'atteindre justement la majorité. Et c'est Ben, là où justement c'est le problème. oui, puis les révolutions ont toujours été laissées faire. C'est-à-dire que quand on voit la Révolution française, c'est pas une révolution qui est née du jour au lendemain, un peu comme les Gilets jaunes. Ça a été laissé faire pour Mhm. faire en sorte que les gens se divisent. Donc, Dans l'intérêt de heureusement, quelqu'un. voilà. Et heureusement, ce mouvement des Gilets jaunes se transforme. Ces mouvements sociétaux se transforment en quelque chose de concret. Ça leur fait encore plus peur, parce que c'est pas ce qui était prévu du tout. Donc, Mhm. effectivement, c'est très important de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que c'est peut-être une des rares fois dans l'histoire où on verra peut-être un peuple réussir à se coordonner de manière à récupérer sa souveraineté. C'est-à-dire que là, on veut pas. Il y avait une phrase qui me plaisait énormément, c'était on veut pas les clés de la boulangerie, on veut pas les miettes, pardon, on veut les clés de la boulangerie. On veut pouvoir faire notre pain, Ouais, on veut pouvoir ouais, d'accord. se le partager et on veut pouvoir faire en sorte que ce soit pas encore un actionnaire qui rachète la boulangerie, qui fasse ce qu'il veut avec nos vies, quoi. Donc c'est vraiment très important ce que tu dis. Ouais, C'est d'accord, totalement. Voir le mouvement comme une continuité et non pas une séparation, quelque exactement, part. Ok, exactement. ça marche. Bon, bah, je te remercie. Bah, avec plaisir. C'est bien, moi Merci si je beaucoup. réponds aux questions et que tout le monde me dit, que c'est cool, je vais peut-être tomber sur un contradicteur qui va J'espère bien pour toi. Ce serait trop simple. eh oui. Bon, bah, je te remercie en tout cas, puis, bah, peut-être au plaisir. Alors on se recroisera peut-être, d'ici là dans une conférence ou à droite à gauche. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Toujours là. C'est à toi, Bidonou 81. Tu peux désactiver ton micro. Bonsoir tout le monde, veuillez m'excuser parce que je suis un peu enrhumé. Merci à vous pour la conférence, déjà. Et après, moi j'ai quelques petites questions. Bon, il me semble bien que quand il y a eu des retournements de pouvoir, en général, c'était quand la police et l'armée lâchaient le gouvernement, principalement. Il me semble, hein, je suis pas historien. Mais après, j'ai une petite question. Oui. Je t'écoute, je t'écoute. Ah, et après, j'ai une autre question. Bon, ce n'est que ma vision des choses, hein. Pour moi, déjà, pour devenir indépendant, effectivement, il faudrait virer toute cette classe d'aristocrates, je vais dire, ou de politiciens, enfin bon, bref, virer tout ça à la poubelle. Mais pour moi, il faudrait aller plus loin. Déjà quitter l'Europe, parce que l'Europe, c'est plus une démocratie. Et ensuite, il me semble bien que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le seul pays qui n'avait pas été bombardé, c'était l'Amérique, et c'est grâce à ça qu'ils ont supplanté l'or dans l'échange des commerces mondiaux avec le dollar. Et du coup, question bête, alors il me semble, je suis pas historien, je reprends, hein, mais il me semble bien que donc les Américains ont évincé l'once d'or pour les échanges internationaux, ce qui leur a permis de mettre le dollar, ce qui leur a permis de contrôler du coup
Bah, tous les pays qui se servent du dollar, tout simplement. En gros, si tu mènes pas la politique qu'on veut, bah, tu plus accès au dollar. Du Bah, ça, style, c'est Fidel Castro. l'asservissement par la monnaie, mais on le voit aujourd'hui. Alors ça, c'est un sujet qui est plus technique, hein, qui peut-être va pas plaire à tout le monde, mais c'est le sujet de la création monétaire aujourd'hui. C'est plus vraiment le dollar, c'est la création monétaire, c'est les bourses, c'est comment les marchés boursiers peuvent mettre à genoux un pays par des menaces financières, par des menaces de sanctions financières, etc. Il y a quelqu'un de très très calé sur le sujet qui en parle très bien, et je vous invite à aller voir ses travaux. C'est Anis Lajnef, qui est qui était sur le réseau X, mais qui aussi est sur YouTube. C'est un ancien économiste qui travaillait à la Barclays et qui explique très bien le système de création monétaire, les bulles inflationnistes, les bulles déflationnistes, tout ce genre de choses qui fait que, encore une fois, parce qu'on n'est pas souverain, ben, des lobbies permettent, par le biais de l'Union européenne, par exemple, une autre personne qui s'appelle Jérémy Zimmerman, hein, qui est un qui a participé au logiciel libre, qui a participé à la création de Quadrature du Net, en parle aussi très bien, c'est-à-dire comment les lobbies, par le biais de l'Union européenne, mènent des législatives qui sont dans leurs intérêts et qui arrivent chez nous et qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a jamais demandé, qui sont absolument pas dans des intérêts collectifs, ni des intérêts green, parce que la plupart des trucs en ce moment sont des lois qui sont votées soi-disant pour l'écologie, mais qui sont absolument pas du tout écologiques. Et donc effectivement, c'est pareil, le fait d'avoir un référendum d'initiative citoyenne, le fait de récupérer sa souveraineté, ben ça permet aussi de sortir de ce genre de traité, de sortir de ce genre d'union, où ce sont des lobbies qui dirigent par le biais de cabinets de conseil. On le voit en France, hein, avec les cabinets de conseil qui ont été utilisés, BlackRock par exemple, hein, qui ont été utilisés pendant le Covid, qui sont d'ailleurs toujours un peu utilisés partout dans le monde et qui ne sont absolument pas au service des populations et qui malheureusement arrivent à s'immiscer jusqu'à nos processus législatifs ce qui donne des aberrations. Et ça, c'est parce qu'encore une fois, on n'est pas souverain. Donc, ouais, il y a McKinsey, effectivement, aussi. Il y a BlackRock, McKinsey, il y a différents. Je lis un certain commentaire en même temps dans le chat, mais effectivement, il y a McKinsey, il y a BlackRock. Et donc, c'est très important ce que tu dis de comprendre que sans souveraineté populaire, eh ben, on est soumis à des décisions politiques et des décisions économiques qui nous mettent des pressions et qui nous font vivre un enfer. Donc oui, c'est très important aussi, une fois que tout ça sera mis en place, de réguler tout ça et de faire en sorte que bah, l'évasion fiscale, que les multinationales n'aient plus cours et que ça n'impose pas des décisions à des pays qui les mettent dans des situations d'hyperpauvreté, de guerre, de famine, de choses complètement horribles qu'on devrait même plus connaître en 2025, mais qu'on connaît malheureusement dans différents pays du monde. Ouais. Donc nous sommes d'accord. Et question sous-adjacente. Veuillez m'excuser, je suis un peu malade. Hein. Question sous-adjacente, justement. Donc, juste pour savoir, hein, je ne dis pas qu'il faut les rejoindre, que pensez-vous des BRICS qui ont des intérêts communs, et l'intérêt commun principal, me semble-t-il, est justement de contrer le dollar et d'être indépendant. Tous ces gens qu'on appelle donc en gros des... Comment pas les BRICS. Oui. Le système des BRICS, c'est totalement l'inverse de l'Union européenne. C'est-à-dire que le système de BRICS, c'est des pays indépendants qui sont souverains. Alors, pas souverains au niveau citoyen, hein, ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, au niveau économique, chaque pays essaye d'être indépendant économiquement et fonde des accords d'échange commerciaux qui leur permet de contrer, oui, tout ce qui se passe en Europe et aux États-Unis avec des lobbies qui empêche toute souveraineté nationale sur tout un tas de sujets. L'électricité, la production d'énergie, et bon, les sujets sont vastes, hein, mais je veux dire, on est absolument plus souverain sur rien par le biais du fait de l'existence de cette Europe qui n'est rien d'autre qu'un système de contrôle de pays. Et donc oui, je pense à mon avis qu'aujourd'hui, si on soumettait à un référendum national la sortie de l'Union européenne et l'indépendance monétaire et budgétaire de la France, je pense qu'il y a de grandes chances que majoritairement, on soit d'accord pour en sortir. Et qu'on fonde par ailleurs des alliances économiques avec les pays qui sont autour de nous, avec lesquels c'est largement possible. Pour avoir, je prends un exemple très concret, j'ai été responsable logistique sur l'île de la Réunion de 2016 à 2017. Donc je gérais l'import-export de conteneurs maritimes. Alors il y avait des produits frais, il y avait du vêtement, enfin il y avait de tout, des véhicules, etc.
Et La Réunion, comme la plupart des DOM-TOM, a des taxes qui sont plus élevées qu'en métropole, pour la simple et bonne raison que La Réunion, par exemple, a l'interdiction d'importer certains produits de Madagascar, qui est juste à côté, ou de l'île Maurice, ou de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que ces produits doivent obligatoirement venir de l'Europe ou de la France. Ça fait que, par exemple, le prix des bananes explose parce que la banane, et ce que je vous dis est vrai, hein, la banane, elle va partir de Madagascar en étant mise dans un conteneur, elle va monter jusqu'en Europe et elle va repartir en conteneur pour aller jusqu'à La Réunion. Alors qu'elle pourrait juste partir de Madagascar et aller à La Réunion et coûter beaucoup moins cher. Et ben, Et on nous parle ces d'écologie. accords-là, et sous couvert, bien sûr, d'écologie, puisqu'il faut absolument pisser sous la douche et éteindre sa lumière pendant que des supertankers traversent le monde pour aller distribuer des trucs en faisant 3 fois le tour de la planète, alors qu'ils pourraient passer 200 km de mer et être sur le pays où ça va être vendu. Donc oui, il y a des aberrations complètes, et ça, il faut y mettre fin aussi, évidemment. Mais il y aura forcément des gens dans le système qu'on essaye de mettre en place qui sont qualifiés pour ça, qui ont les connaissances techniques pour ça, et qui seront surveillés par justement des contre-pouvoirs qui leur empêcheront de faire ce qu'ils veulent. Et donc, on verra ces choses changer, effectivement. Mais il faut que ça change. Pour ça, il faut récupérer une souveraineté. C'est le point de départ. Si on est souverain, on peut éviter tout ce genre d'aberration. Oui, Merci mais beaucoup, Bidounou81. merci à vous. Je vous laisse descendre tout seul. Dans l'ordre, il me semble qu'il y avait Diotima21, pardon. Et après, on enchaînera sur Cherge et Démocratos. Oui, comment je fais pour le micro? Allô? On entend. On vous entend. On vous entend. Attendez, comment je fais? Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Moi, je Est-ce vous que vous entends. m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, oui. Bonsoir, bonsoir depuis Athènes, la Grèce. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'abord. Je veux vous exprimer toute ma joie de constater que ce mouvement des Gilets jaunes qui est vraiment exceptionnel dans l'histoire des mouvements sociaux, exemplaire aussi, et tout mon respect et mon admiration. Je vois que ça continue. Déjà à l'époque, avait déjà fait beaucoup pardon, je suis moi aussi malade et je parle mal maintenant. Beaucoup d'influence. Et à l'époque, Maxime, tu étais venu nous parler de ce mouvement ici, à Athènes, et aussi de Julian Assange avec Juan Branco, et c'était excellent. Et ça a fait vraiment des petits, et les gens, nous sommes nombreux ici à avoir l'espoir sur ce que vous allez faire en France, comment ce mouvement va prendre d'autres dimensions pour féconder la vie politique et sociale, parce qu'en Grèce, nous avons vécu un énorme traumatisme qui s'appelait la gauche radicale au gouvernement en 2015, qui a vécu la violente agression de la part de l'Union européenne par un coup d'État économique en réalité. On nous avait à l'époque, puisque le peuple grec avait fait un référendum, je le rappelle ça pour les plus jeunes peut-être, on avait dit non, on veut pas appliquer les politiques d'austérité de l'Union européenne. À 66%, c'était le référendum ici, en juillet 2015. Et malgré ça, alors ce référendum avait été donc initié par le gouvernement de l'époque de Syriza, Alexis Tsipras. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'Union européenne et la Banque centrale européenne et le FMI? Ils nous ont coupé les vives. C'est-à-dire, ils ont bloqué la circulation des capitaux. On ne pouvait pas entrer de l'argent dans nos banques, on ne pouvait pas faire sortir de l'argent à l'étranger. On ne pouvait pas retirer de l'argent au distributeur, plus que 50 € par semaine, et pour tout faire, payer son loyer, vivre, payer son médecin et tout.
Et pendant un mois, pratiquement, on a eu la fermeture de 17 000 entreprises. Alors, je ne sais pas combien de suicides, parce que c'était la cata. On nous avait mis sous oui, c'était une guerre économique, un Ouais, bien coup sûr. d'État économique. Alors D'accord? Voilà. je te dis bonjour, Qu'est-ce qu'on ferait? La question, c'est, et si ça se reproduisait avec la France? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pas est-ce que si ça se reproduisait? C'est évidemment que c'est un risque qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. L'économie internationale depuis des années, mais enfin récemment encore plus, surtout, pendant la crise Covid, a produit et là, c'est Anis Lajev qui en parle très bien, c'est l'inflation, c'est-à-dire la production de monnaie, par les banques centrales. Ils ont sorti la planche à billets, dévalué les monnaies et donc forcément, qui paye l'addition? Bah, c'est tout un chacun. On a tous vu les prix exploser, pas parce que les choses valent plus cher, mais parce que nos monnaies sont dévaluées et la valeur de nos monnaies est moins importante que quand elles ont été créées. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu difficile à comprendre pour ceux qui sont pas du tout, à l'aise avec ce sujet, mais ça donne ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire des fermetures d'entreprises, des dépressions, des familles qui se retrouvent dans la galère, une ultra-violence policière, puisque, tu me diras si je me trompe, mais l'équivalent de ce qui a été mis en place pendant les gilets jaunes, c'est-à-dire la BRAVEM, la brigade de répression de l'action rapide, l'action violente par son motorisée, donc c'est une espèce de policiers cagoulés, non identifiables, qui sont à moto, qui se déplacent très vite et qui matraquent tout le monde. Et ben, c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir aussi, en Grèce, à Athènes, quand je suis venu vous voir. Eh Et oui, je te dis bonjour sans donner ton prénom, parce que tu es sous pseudo, mais je sais qui tu es. Et je te remercie d'être là d'ailleurs. Euh, merci à toi. donc oui, la Grèce a vécu cette violence d'État avec une répression économique, une violence économique, pardon, une répression policière, une répression d'État hallucinante. J'en ai parlé pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'en ai parlé aussi quand je suis venu faire cette conférence à la Maison des journalistes d'Athènes et aussi dans ce théâtre où on avait fait la conférence avec Juan sur Julian Assange et sur ce mouvement des Gilets jaunes. Et donc c'est effectivement ce que les États sont capables de faire. Je veux dire, il faut absolument pas se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont capables de faire et de commettre de la violence. Bien sûr qu'ils sont capables de le faire. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et de regarder ce que les États ont été capables de commettre comme horreur contre les populations qui se soulevaient ou qu'est-ce qui était possible de faire en mettant en place des guerres qui se sont transformées en des guerres euh, généralisé avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça n'a d'intérêt que pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'à part des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent en précarité, et on le voit en France, le nombre de personnes qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté ne fait qu'exploser. C'est pareil au Portugal, c'est pareil en Espagne. Au Portugal, j'ai été aussi faire une conférence. Là-bas, il y a une pauvreté qui est hallucinante. Les pays de l'Est européen, c'est pareil. Enfin, c'est généralisé. Ça ne va, si on reste dans ce système-là, ça ne va que s'empirer et ça n'ira que dans leurs intérêts. Et ils seront capables, puisqu'ils ne sont pas contrôlés, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir et puisque nous ne sommes pas souverains, ils seront capables d'aller jusqu'à déclencher une guerre s'il faut, un confinement généralisé s'il faut, des amendes ou des arrestations massives s'il faut. Ils l'ont fait, ils ont su le faire pendant le mouvement des Gilets jaunes en France et pendant le Covid-19. Ils ont su le faire aussi en Grèce avec des violences inouïes. Je ne me trompe pas en disant qu'il y a eu des morts en Grèce. Et dans des quartiers grecs aujourd'hui, la police reste toujours ultra violente, comme le quartier d'Exerkia, où la répression est toujours très présente, mais pas que. Donc effectivement, oui, c'est aussi pour ça que collectivement, il faut qu'on fasse évoluer les choses. Et je suis très content d'avoir fait ces conférences partout où j'ai pu le faire, comme d'autres opposants politiques le font. Quand j'ai été faire une conférence à Lisbonne, au Portugal, c'était une conférence qui s'appelait Symposio Resistencia, qui était un colloque des luttes internationales avec des gens qui luttent de tous les pays du monde, enfin de beaucoup de pays du monde, hein, tous les pays n'étaient pas représentés, mais avec cette volonté commune. Et aujourd'hui, je suis content, je l'annonce ici, mais tout le monde est à peu près au courant. Je retourne au mois de mars en Grèce refaire une conférence de ce style pour faire en sorte que ces idées de ruches, ces idées de petites abeilles qui font leur petit boulot, chacun de leur côté et collectivement pour changer les choses, eh ben, que ces ruches aillent s'implanter dans des pays comme la Grèce et dans le plus de pays du monde d'ailleurs, si c'est possible. Voilà. Ah, génial. Bah, on n'hésitera pas à communiquer d'ailleurs sur le serveur. Merci beaucoup, Diomatita, pour cette. Diotima. Ah, pardon, C'est excusez-moi.
C'est un peu Alors, l'appétit. juste avant de vous quitter, Diotima, c'était un personnage du banquet des Platons. Voilà, une femme philosophe. Voilà. Ah, génial. Je vous salue tous et merci Maxime. À bientôt. Merci, Au revoir. bonne Et soirée. je te dis du 14 au 18 mars à Athènes, du coup. Ah, parfaitement. Avec Allez, joie. bonne soirée à toi. Au revoir. Bonne soirée. Bon, excusez-moi si j'écorche vos noms. Du coup, dans l'ordre, il y a Serge Facilite et puis Démocratos, de manière succincte, et puis après, c'est Lydie. Très bien. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, Oui. Serge. Très bien. Bonsoir Maxime, merci de nous faire profiter de tes lumières. Deux questions. Toi qui as croisé le fer, je me permets de te tutoyer, ça ne dérange pas? Absolument pas. Super. Donc toi qui as croisé le fer en compagnie de Juan, qu'est-ce qui t'a fondamentalement marqué chez l'homme? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire foirer, hein, je pèse mes mots, qu'est-ce qui pourrait faire foirer notre dynamique? Merci. Alors, première réponse. J'ai eu l'occasion de rencontrer Juan au début du mouvement des Gilets jaunes et pendant 3 ans de manifestation, j'ai eu l'occasion de battre le fer, comme tu dis, c'est-à-dire de me retrouver sous les coups de matraque et les gaz lacrymogènes. J'ai eu l'occasion de le voir me faire sortir de garde à vue. J'ai eu l'occasion aussi de le voir se faire interpeller et placer en détention sur le continent africain. Qu'est-ce qui me marque chez cette personne? C'est que beaucoup de gens le critiquent et c'est facile de critiquer, évidemment. C'est même, la critique est même constructive et importante. Mais c'est un homme qui a eu une place dans la société qui lui aurait permis d'accéder à quasiment tous les postes de pouvoir. Il aurait pu finir Premier ministre, peut-être même président, tout du moins ministre, ça c'est certain. Il a été à l'école avec notre cher Gabriel Attal national, qui a été aussi longtemps au poste de ministre que j'ai fait des grandes études. Donc, ce qui me marque chez l'homme, c'est qu'il a choisi de renier tout ce qu'il aurait pu avoir pour un intérêt collectif. Et ça lui coûte très cher, peu importe ce que les gens peuvent se mettre dans le crâne, quand on a sa position sociétale, cracher au visage de tous les gens qui ont une position dans la société qui aurait pu lui permettre d'accéder au pouvoir, c'est quand même assez fort. Et c'est assez fort dans le sens où il ne le fait pas derrière un écran d'ordinateur, derrière un téléphone. Il le fait sur les lieux de manifestation, il le fait en France, à l'étranger, il le fait dans les geôles de pays à l'étranger. Voilà, et il continue de le faire avec les risques que ça implique pour lui. On va pas se mentir, voir un projet comme ça naître avec une personne comme Juan, c'est prendre le risque de se faire assassiner, ou du moins que des gens s'en prennent à sa vie. Donc je le trouve non seulement courageux, mais suffisamment pour avoir mis de côté ce qu'il aurait pu avoir pour un intérêt collectif. Et cette folie-là, j'appelle ça du courage. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et pour répondre à la deuxième, qui dit qu'est-ce qui pourrait faire foirer tout ça, à peu près tout, sauf si on fait en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire, si on ne fait rien, ça va foirer. Si on attend, ça va foirer. Si on critique les actions, ça va foirer. Il y a tellement de façons de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, sauf d'essayer. Et c'est le message que j'ai essayé de faire passer depuis le début. Collectivement, si on fait en sorte que ça arrive, on amasse suffisamment de chances pour que ça ait une chance d'aboutir. Et je pense que c'est ce qui devrait motiver tout le monde. Se dire, ne rien faire, c'est sûr. Critiquer, c'est sûr, ça ne fera pas avancer les choses. Essayer, tenter et aller jusqu'au bout, c'est peut-être la seule chance qu'on a de voir ça enfin réussir dans l'histoire de l'humanité et que ça puisse donner des idées à d'autres pays, à d'autres populations du monde et que ça plante des graines et que ça fasse pousser des choses merveilleuses. Donc j'idéalise peut-être en le disant ça, mais je pense que si on n'y croit pas, si on n'est pas rempli de conviction, les choses deviennent très tristes. Et j'ai pas envie de vivre dans un monde où quand je me couche le soir, tout est noir. Merci beaucoup, Serge. Je te laisse descendre. Merci tout le monde. Merci. C'est Merci, au tour bonne soirée à de toi. Démocratos. Essayez de faire qu'une seule question pour que tout le monde puisse passer. Oui, bonjour à tous, bonjour Maxime, meilleurs vœux en premier lieu. En fait, moi, Maxime, j'ai suivi les Gilets jaunes, j'étais Gilets jaunes, etc. Et je me retrouve en toi dans le sens, on va dire, j'ai cette constitution entre, on va dire, je me suis politisée
en lisant la Constitution. Je me suis pas politisée avec les partis politiques. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que ça, je le dis à tous les auditeurs. Il faut se politiser en lisant notre Constitution. Et ça, c'est ultra important, et pas en écoutant les discours politiques de nos politiciens. Et vous verrez tout simplement que, en fait, le citoyen n'a aucun pouvoir, en fait, dans notre Constitution. Ça en premier lieu. Je me retrouve beaucoup dans toi là-dedans. Et moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est par rapport un petit peu aux gilets jaunes, etc. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est est-ce que tu penses que les gilets jaunes ont raté, que tu vois, par exemple, qu'est-ce que les gilets jaunes peuvent avoir raté que Juan Branco pourrait en fait avoir trouvé pour ce mouvement, et comment en fait ça peut être organisé, parce que moi pour l'instant en fait j'ai vu personnellement, j'ai vu la faille un petit peu des gilets jaunes, le manque d'organisation un petit peu stratégique, etc. Mais pour l'instant je vois pas le truc le plus que Juan Branco va donner un petit peu ce souffle le plus pour l'instant. Et donc est-ce que toi tu le vois ou pas? Merci. Alors, bah, écoute, j'ai une réponse, qui va paraître, peut-être un peu toute faite, mais la réponse est presque dans la question. Qu'est-ce qu'on a loupé, dans ce mouvement? C'est une structuration. Sauf qu'elle n'était pas possible. Elle n'était pas possible parce que ce mouvement, c'est un mouvement qui est impulsé par une explosion de volonté de changer les choses. Donc il fallait qu'il y ait une expression dans les rues, une expression populaire qui se fasse entendre sans, gestion politique, sans parti politique, sans, syndicat, c'était complètement à partisans, mais avec une idée, celle de vouloir changer les choses. Donc on pourrait dire que ce mouvement a loupé le fait d'être organisé. Sauf que c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que c'est une étape. Ce mouvement est une étape, et c'est une étape qui est très importante parce qu'elle permet à maintenant, enfin, elle permet à l'étape qu'on vit actuellement, c'est-à-dire la structuration et l'organisation, de voir le jour. Aujourd'hui, on a toutes les personnes qui n'étaient pas politisées au sens propre du terme, comme tu viens de le dire. Toutes les personnes qui ne savaient pas ce qu'était leur constitution, ce qu'était le problème, ce qu'était leur problème de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas être souverain. Toutes ces personnes qui se politisent comme ça font de la vraie politique, c'est-à-dire ils deviennent citoyens souverains et ils s'organisent et ils réfléchissent à un avenir qui les concerne et dont ils sont acteurs. Qu'est-ce que va pouvoir apporter Juan? Une certaine forme de cohérence avec tout ça, et surtout quelqu'un qui connaît les organes de pouvoir, qui les connaît tellement bien qu'il est capable de les expliquer, de les dénoncer de façon très précise. Je rappelle encore une fois que toutes les conférences où Juan en met plein la tronche à tous ces oligarques, il n'y a pas un oligarque qui a porté plainte pour lui contre diffamation, hein. Juste petite précision. Donc Juan apporte une structuration qu'on n'avait pas. Et pourquoi je participe à ça? C'est parce que l'impulsion qu'on a eue pendant les Gilets jaunes, elle est née de dizaines d'années de colère et de mal-être. Et aujourd'hui, il faut que ça se transforme en volonté de construire et d'établir. Et je participe à ça pour essayer d'appuyer ce projet-là, parce que pour moi, il est essentiel. Donc j'espère vraiment que collectivement, on réussira à comprendre que le moment est suffisamment important et que c'est peut-être le dernier moment historique où on peut récupérer notre souveraineté. Après, effectivement, bah, on part sur quelque chose de moins drôle et de plus violent, et ce sera peut-être malheureusement la dernière solution si celle-ci fonctionne pas. Donc je pense que ce que Juan essaye de faire, c'est de démontrer que tout ce qu'on a fait ces dernières années, au niveau militantisme, tout ce que les gens ont donné, vraiment donné de leur vie, de leur personne, de leurs membres, pour ceux qui l'ont payé de leur chair, n'a pas servi à rien et sert à quelque chose de construit qui va aboutir. C'est vraiment très intéressant de penser à intelligence collective. Il faut vraiment se dire que collectivement, on est largement plus fort que ce qu'on peut imaginer. Donc j'espère que ça répond à ta question, parce que c'est comme ça que je le vois, en tout cas personnellement. On est à une étape de construction qui est très importante, et qui permettra potentiellement de changer les choses si on est suffisamment au coude à coude les uns les autres. Merci beaucoup Merci beaucoup. pour la question.
À part si tu voulais rajouter quelque chose rapidement. Non, c'était juste de dire merci beaucoup et oui, ça répond à ma question. Merci. Bah, écoute, Parfait, merci merci pour beaucoup. Ludie, c'est à toi. Juste pour dire que du coup, on prend plus d'autres questions. Le temps file malheureusement. Vous pouvez toujours poser des questions dans le chat et identifier Flyrider parce qu'il est sur le serveur. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, Lydie, je t'entends. Super. J'avais un peu la même question. J'allais te demander qu'est-ce qui, d'après toi, avait manqué aux Gilets jaunes, mais du coup, je vais la poser différemment. Est-ce que tu penses que si vous aviez été plus nombreux dans la rue, vous n'auriez pas pu être victime de la violence d'État, enfin, qui s'est carrément abattue sur vous? Vous avez été matraqués. Enfin, pour le coup, j'en ai défendu pas mal en tant qu'avocate. Ça a été un honneur de défendre des gilets jaunes, mais j'ai aussi vu de très près la violence s'abattre. Et c'est une question que je me suis toujours posée, en fait. Si vous aviez été plus nombreux, est-ce que ça se serait passé de la même manière? Au-delà du manque de structuration du mouvement, est-ce qu'il y avait une histoire de puissance par le nombre? Alors, c'est marrant parce que c'est une question que je me suis longtemps posée et Ouais, aujourd'hui, j'ai trouvé une potentielle réponse que je trouve à peu près cohérente. C'est-à-dire que, je me dis qu'à l'époque, si on avait été plus nombreux, on aurait peut-être mis une pression différente et plus importante à l'État. Mais comme il n'y a pas de projet qui était construit derrière, on aurait reproduit tout simplement, ouais, ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est-à-dire, oui, OK, on aurait bougé les lignes et puis, les failles auraient été bouchées par des gens qui auraient changé quelques lois pour faire plaisir, fait un peu de populisme et puis, on serait reparti, malheureusement, bah, on aurait fait un bis repetita, hein, on aurait refait un cycle. Donc je pense que le nombre, s'il avait été plus important, n'aurait pas changé grand-chose. Et je trouve que, en fait, ce qui parle le plus dans la vie, c'est le temps. Le temps change, le temps fait tout. Quand on a un deuil à faire, quand on a une déception amoureuse, quand on a le temps est très important. C'est un facteur qui détermine tout. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a fait le travail qu'il avait à faire, c'est-à-dire la prise de conscience collective. Je pense qu'on a été suffisant pour que ce soit marqué et massif. Et aujourd'hui, grâce à ça, ça permet la suite. oui, Et je pense que si on avait été trop nombreux et que ça avait collapsé, si ça avait, fait tomber le gouvernement, je pense qu'on aurait juste répété les mêmes erreurs et c'est ce que je me dis avec le recul. Donc ouais, aujourd'hui, je suis maintenant, presque non. content que ça se soit passé comme ça, même Mm. si alors attention, hein, quand je dis presque content que ce soit passé comme ça, Mm. je dis pas ça pour les violences d'État et cetera. Je dis content que ça perdure et que ça se transforme et que ça commence à devenir quelque chose qui donne l'espoir de voir quelque chose de meilleur. En fait, je suis content du fait que ça n'ait pas servi à rien. C'est C'est surtout ça. incroyable d'entendre ça parce que tu pourrais avoir de l'aigreur et il n'y en a pas. Et en fait, ça force le respect et je trouve que c'est maintenant qu'il faut être nombreux, en fait. Bah, c'est pour ça que quand on me propose ce genre d'exercice, j'avais mis tout ça de côté pendant 1 an et demi parce que justement, je me disais: «Mais où ça va aller tout ça? Qu'est-ce qu'on va finir par avoir? À quoi ça sert ce que je fais?» J'ai comme beaucoup de gilets jaunes perdu, comme beaucoup de militants en fait, perdu beaucoup. J'ai gagné aussi beaucoup en connaissances, en savoir, en enfin, en rencontres aussi. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont beaucoup apporté. Mais ça sert à quoi tout ça? Et ben, 1 an et demi de recul, ça me permet de me dire que ça va servir à quelque chose, mais si on veut que ça serve à quelque chose, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on arrête de se diviser. Et je pense que le seul moyen qu'on ait d'arrêter de se diviser, c'est de parler d'un seul sujet. Et ce sujet, c'est notre souveraineté et c'est le pouvoir collectif. Je sais que je répète ça, on dirait une rhétorique bien huilée, mais c'est vraiment important Tu as qu'on raison, c'est comprenne le préalable. Mm. que sans ça, eh ben, tout le reste est possible. Sans ça, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent avec nos vies. Alors que si on est soudés sur cette idée-là de souveraineté collective, on les empêche de faire ce qu'ils veulent avec nos vies. Donc, excusez-moi. Donc ouais, je trouve que c'est très important que ça ait fait naître cette étape qui arrive. Et je pense que cette étape qui arrive est peut-être la plus importante, dans le sens où c'est celle-ci qui risque de produire des effets concrets. Bah, c'est la Et structuration qui manquait, quoi. voilà. J'ai compris que tu étais avocate, c'est ça? Ouais, j'étais.
Ah, tu étais, d'accord. Ouais, donc tu Ouais. as eu l'occasion, de voir un peu aussi, comment l'institution, judiciaire Ça a été terrible. Ça a été a été terrible. complètement Même les ouais. avocats s'enlevaient des listes de permanence parce qu'on faisait pression sur eux pour pas défendre les gilets jaunes. Ouais, On c'est vrai et finissait puis par être, 4 sur des listes d'astreinte tous les week-ends et on enchaînait les dossiers. Enfin, c'était de l'abattage. C'était terrible. Des gens qui auraient pas dû partir en détention provisoire, qui étaient, jugés en comparution immédiate et qui partaient, en détention, quoi. avec des procès d'interpellation complètement vides, des Ah des oui, oui. des des trucs ouais, je sais, Moi, j'ai j'ai pris des outrages à magistrat. Enfin, le barreau m'a pas soutenue. Ça a été terrible, quoi. et ouais, je Mmh. comprends. Enfin, c'est important aussi de voir que, bah, voilà, pendant ce mouvement, quand je C'est un disais dès le bonheur, début hein. Aucun regret, aucun regret. oui, voilà, mais quand je disais au début de l'intervention qu'il y avait toutes les classes sociétales, tu vois? Beh, regarde la preuve, Oui, toi tu étais avocate et tu as participé comme tu pouvais, pas forcément dans les rues ou pas forcément d'une manière bien précise, mais tu as participé comme tu pouvais et tu as vu, le détournement d'une institution qui est celle de la justice à des fins politiques. Ce qui est complètement, hallucinant dans un pays comme le nôtre, où la séparation des pouvoirs devrait pas permettre ce genre de choses. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est très important de montrer aussi que les gilets jaunes, c'est pas pour ceux qui ne connaissaient pas ce mouvement ou qui l'ont vu par le biais de médias tronqués, c'est important de voir aussi que voilà, il y avait des gens qui ont des positions dans la société différentes, et qui soutenaient et qui ont vu, à quel point un État était capable de tout détourner dans son intérêt. C'est vraiment important de le savoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup Lydie pour ta Excuse-moi, il y a question. une petite question en MP qu'on m'a posée pour un timide maladif. On me demande si, Roanne va passer par Clermont-Ferrand. Alors, j'ai pas la réponse personnellement. Ouais, je me doute, Maxime. Là, Je pour le me doute. coup, Ina, qui, participe à la Ouais. gestion de ce Discord, où toutes les informations concernant les conférences de Roanne, vont être mises au fur et à mesure avec toute l'équipe que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais qui sont bien là derrière de modération et de gens qui font, de l'archivage et tout un tas de choses, Oui, qui merci à l'équipe d'archivistes, franchement, et à heu la modération du bureau, merci beaucoup. tous ces gens-là vont participer. On était en train de discuter tout à l'heure d'ailleurs avant de faire la conférence, d'un moyen de mettre en place une carte interactive un peu à la manière des gilets jaunes, où il serait potentiellement possible d'avoir les lieux de mobilisation, enfin pas les lieux de mobilisation pardon, les lieux de rencontre avec, Roanne et des conférences avec les dates, tout un tas d'informations comme ça. Donc, c'est en réflexion pour simplifier la chose, pour les personnes qui sont pas à l'aise avec, Discord ou avec ce genre d'outils informatiques. Les équipes, enfin, on réfléchit tous collectivement à simplifier la manière d'avoir ce genre d'informations. Et pour Clermont-Ferrand, j'ai pas ça, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, exacte, mais tout à l'heure, on a vu, monsieur Branco, au tribunal de Paris et il disait que, si vous avez la possibilité de des salles et de pouvoir faire des conférences, il se déplacerait. Oui, il faut pas hésiter à proposer si dans vos enfin, si dans vos régions, dans vos villes, vous pouvez prendre contact avec les ruches qui sont déjà mises en place et que vous avez des idées de possibilités de mettre en place, des conférences, il faut pas hésiter à contacter les équipes. Les liens d'ailleurs, Ina, si c'est possible ou les modérateurs, si vous pouvez mettre les liens qui permettent, à n'importe qui d'avoir, la possibilité de faire des propositions de ce style, si vous pouvez les mettre, ce serait Oui, pas mal c'est dans dans hashtag, requête. Je vais, je crois, Déborah ou Inès ou Cobalt, je sais pas si vous pouvez le mettre. Et je vois un commentaire qui dit enfin on parle du tribunal. Peut-être il y a quelqu'un qui fera un retour. Moi, je suis passée très très rapidement. Donc j'ai pu rapidement apercevoir Maître Banco. Ils étaient en train de débattre sur les potentielles contradictions. Et au moment où je suis partie, ce qui se disait, c'est que il n'y avait pas. Le procureur disait qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour qu'elle se prononce clairement et qu'il y avait des contradictions et que c'était assez flou. Mais moi, après, je suis partie. Demain, il y a la ruche parisienne qui se tient. J'ai vu des gens qui prenaient des notes de tout ce qui s'est dit. Donc, je vais essayer de les choper et de pouvoir les transmettre ou éventuellement faire une note audio. OK. Donc il y aura des informations dans les prochains jours qui seront communiquées sur ce sujet précis. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Ludie, en tout cas. Merci à toi. Là, Bonne je ne sais soirée. plus quel était l'ordre des prises, enfin, des gens qui sont montés, mais dans tous les cas, en fait, on s'arrête à vous. Donc, j'ai vu que Thé a le micro ouvert. Tu peux commencer. Alors Thé a fermé son micro.
Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Je Oui, maîtrise pas très bien. je vous entends. Oui, avant tout, juste de dire, sans rentrer dans les détails, mais merci Maxime, je suis très contente de pouvoir dire merci comme ça directement. J'ai participé à plusieurs mobilisations, je suis à Paris, et en fait, j'ai réfléchi à une chose et j'aimerais bien savoir votre opinion sur ça. En effet, on produit rien. On est beaucoup dans la vente. Moi, concrètement, je vends les produits chinois. On consomme d'une manière dans les villes un peu spéciale. Et comment, parce qu'on a un poids économique qui est sur notre tête, dans le sens, dès qu'on essaie de se mobiliser, on mobilise notre énergie, on n'est plus au boulot, on lâche. Après, on se retrouve dans les difficultés financières. Et c'est un peu comme image à l'époque où il y avait des gilets jaunes où je participais. En fait, c'est pour donner une image un peu. J'avais 3-4 oiseaux chez moi et je les laissais hors de cage. Et quand je voulais les faire rentrer dans la cage, je les chassais. En fait, je les réprimais. Ça n'a pas marché. Finalement, ils sont rentrés tout seuls. Pourquoi? Parce que la mangeoire, elle était dans la cage. Et ça m'a fait une réflexion sur ce que je suis en train de faire. Parce que chaque fois quand je sortais, en fait, j'étais obligée de rentrer sans qu'on a besoin de faire une répression sur moi. Parce que j'étais obligée de rentrer dans ma cage parce que les graines, ils étaient dedans. Et en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une possibilité, une réflexion sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation aussi. Est-ce qu'il y a on peut imaginer une sorte de cagnotte, tout ça. Par exemple, parfois, quand je pouvais pas participer, j'aimerais bien mettre, je sais pas, 10, 20, 30 euros, ce que je peux pour aider ceux qui se mobilisent aussi. Est-ce qu'il y a une manière aussi comme ça financièrement à s'entraider? Voilà, c'était ça la question. Merci. D'accord. Alors, moi, je vais répondre à titre personnel. Je n'ai pas de cagnotte de mise en place, en tout cas au niveau militant. Je n'ai pas de cagnotte de mise en place qui me permet de financer les déplacements, etc. Je pense qu'à un moment donné, dans le processus de mise en place de la volonté d'être au présidentiel de 2027 pour One, effectivement, il y aura la possibilité de participer, parce qu'une campagne, ça coûte un peu d'argent. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura une communication de fait là-dessus. Parce que on sait très bien que pour arriver là-bas, pour faire de la tractation, même si beaucoup de gens se mobilisent et que l'entraide fait que tout ne sera pas payant, parce que des gens pourront potentiellement imprimer des tracts, etc. Enfin, il y a plein d'idées qui sont mises sur la table pour essayer aussi de réduire le coût que ça peut engendrer, tout ça. Mais effectivement, si à un moment donné, il y a une nécessité de blocage financier, parce que comme vous le disiez très bien, l'État fait en sorte que la mangeoire soit à la maison. Et donc les gens, d'ailleurs, c'est ce que Emmanuel Macron avait dit le premier week-end de manifestation des Gilets jaunes. Il avait dit: ne vous inquiétez pas, ces gens ont besoin d'aller travailler, ils ne ressortiront pas dans la rue le week-end prochain. Et malheureusement pour lui, bah, c'est une de ses prévisions qui a foiré, hein, parce que les gens étaient déterminés, se sont entraidés. Mais oui, à un moment donné, il y a cette pression financière, et on en a parlé aussi de la pression financière qu'ont subi les manifestants, c'est-à-dire comme la gamelle est à la maison et qu'il faut remplir le frigo, bah, on mettait des amendes à 135 € qui pleuvaient, pour que les gens se disent: bah, je peux plus sortir, je peux plus aller manifester, parce que j'ai des enfants, j'ai un frigo à remplir, j'ai un travail qu'il faut pas que je perde, et je peux pas. Donc, si à un moment donné, c'est une décision qui est prise, de demander un financement participatif pour ce projet, il sera fait, il sera diffusé, et je le diffuserai sans problème. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, Ina, je pense que tu peux confirmer, il n'y a pas de Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de cagnotte, mais Maître Branco, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé, donc il faut qu'on attende que ça se mette en place. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ce sera peut-être le cas à un moment donné, parce qu'il faudra, voilà, tracter, il faudra faire en sorte de diffuser toute cette initiative le plus largement possible, et donc forcément, oui, ça aura un coût. Après, quelque chose qui coûte quasiment rien, c'est comme on en parlait, c'est ce système de ruches, c'est-à-dire de réunions publiques populaires qui se déroulent dans tous les départements et qui portent le nom du département. Donc, par exemple, le petit logo que vous avez sur la discussion, qui est un hexagone jaune avec 00, c'est la ruche générale. Et ensuite, chaque département a un numéro avec un numéro de ruche. Et ça détermine le fait que dans votre région, il y a des rassemblements, potentiellement des conférences avec Juan d'ailleurs,
Et donc ça, il faut voir avec toute l'équipe d'INA, etc., comment vous rendre utile, sans forcément dépenser un centime, hein. Ça peut être par le fait de se déplacer pour tracter ou d'en discuter autour de vous. Mais ça, c'est toutes les équipes d'INA et toute l'équipe de modération qui gère ça et qui s'en occupe très bien. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Avec plaisir. Est-ce que l'un des trois est encore là et veut prendre la parole? Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, c'est à Echo. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bonsoir tout le monde. Merci Maxime. Rapidement, une petite question. Moi, j'ai le sentiment que pour que le mouvement rassemble suffisamment de monde, il va falloir être vigilant à pas trop se dissiper sur les sujets clivants et qui pourront discuter calmement et de façon honnêtement éclairée quand le peuple aura repris le pouvoir. Je pense notamment aux sujets comme le réchauffement climatique, l'immigration, où je vois déjà sur les différentes discussions là, au niveau de Discord des discussions un peu houleuses. Donc je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus et savoir si vous aviez prévu de communiquer pour éviter que les gens se battent sur des sujets qui ne sont pas la priorité du moment, quoi. Alors, c'est exactement ce que j'essaye de transmettre comme message depuis tout à l'heure et c'est bien de le rappeler. Pour que tout fonctionne et pour qu'on puisse changer le monde dans lequel on vit, il faut qu'on soit rallié sur un sujet principal et je pense que c'est le sujet principal qui peut tout changer, c'est notre souveraineté populaire. Si on a ça, si on récupère notre souveraineté populaire, ensuite, effectivement, on peut parler de choses et d'autres, de sujets plus techniques, comme par exemple la vente d'armes à des pays qui bombardent des civils, ou comment gérer l'économie, ou l'inflation, ou tout un tas de sujets qui peuvent être discordants et qui peuvent diviser. Et je pense que par la suite, pour appuyer ça, ça va être très simple. Quand je vois deux personnes se diviser sur un sujet qui les touche, peu importe le sujet, mettez-vous bien dans le crâne qu'aujourd'hui, le système politique fait en sorte que de toute façon, ni l'un ni l'autre n'ayez raison et ne voit sa situation évoluer dans le bon sens. Si on récupère notre souveraineté populaire, l'un comme l'autre, vous récupérez la possibilité de vous exprimer et vous récupérez un pouvoir citoyen. C'est-à-dire que les lois qui vont déterminer votre quotidien ne seront plus décidées par des politiciens ou des technocrates ou des lobbyistes, mais par vous et vous seul, avec le reste des citoyens de votre pays. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire que plutôt que de débattre et de ne pas être d'accord avec quelqu'un, vous pouvez donner votre avis et votre avis est pris en compte et détermine quelque chose qui changera votre vie. C'est ça le plus important à comprendre. C'est que si vous voulez ne plus avoir à débattre sans fin sur des sujets avec des gens que vous ne connaissez pas et avec qui vous allez rentrer en conflit, dites-vous bien qu'à partir du moment où collectivement on récupère notre souveraineté, ces sujets peuvent être traités de façon collective. Il y a Benoît qui dit une phrase, c'est ce que j'allais dire à l'instant, on peut décider de comment on décide. Et on peut arrêter de débattre dans le vent à se taper les uns sur les autres, sur la tête. Donc c'est le sujet de cette conférence de ce soir et c'est très important de le rappeler. Plutôt que de se diviser sur les sujets qui sont des conséquences, parlons des causes. Et la cause première de tous les problèmes de notre monde, c'est le fait qu'on décide à notre place. Voilà ma réponse. Et ben merci. Et ouais, je pense qu'il va falloir vraiment insister là-dessus pour que les gens se concentrent sur l'essentiel, quoi. Merci à tout le monde. Merci Bonsoir. beaucoup, Echo. Bonne soirée. Le fait que Echo dise ça, c'est aussi important de comprendre que si vous êtes d'accord avec ce principe, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut vraiment se renseigner sur la souveraineté et puis se renseigner sur le fait que dès qu'on récupère nos pouvoirs de décision et qu'on contrôle nos institutions, et ben, tout ça peut changer et c'est vraiment sur ça qu'il faut baser le fait de discuter avec les autres. Parfait. Est-ce que JP L1X ou Lix, ou ouais. JP peut ouvrir son micro? Est-ce que l'un d'entre vous est là? Oui, JP. Allô, allô? Oui, Vous JP. m'entendez? Très bien. Oui. Ok, super. Bonsoir Maxime, bonsoir Ina. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention et tout ce qui a été dit ce soir. Il me semble que nous sommes à l'aube et en train de nous rapprocher de quelque chose qui n'a
encore jamais existé et ça c'est absolument extraordinaire. Donc je suis confiant aussi sur l'idée que la souveraineté reste le maître mot de notre devenir. Et juste Maxime, du coup, alors moi je suis dans une région un petit peu sans humain, puisque un département qui a 180 000 personnes voilà, sur son territoire. Et, euh, et c'est vrai que la constitution des Russes me semble importante. Maintenant, j'ai besoin de soutien un petit peu, de retrouver des forces vives, qu'ils soient côté Gilets jaunes, parce que je sais que les mouvements existaient aussi dans ma région. Mais c'est un peu compliqué du coup de trouver de la coordination pour ça. Donc, comment, de ton point de vue, je peux agir pour améliorer cette dynamique? Alors c'est tout l'intérêt des rushs justement, c'est d'essayer de créer un point de départ, au fait que les gens se rencontrent et à partir du moment où cette rencontre est faite, ça crée des dynamiques, de personnes motivées comme toi qui peuvent, faire en sorte de contacter d'autres personnes, de créer des réunions, de mettre en place des projets, et cetera. Donc c'est très important. Ina, je ne sais pas si c'est possible ou l'équipe de regarder où se trouve, JP, dans quelle, région il est, si une ruche est active là-bas. Si c'est pas le cas, d'en mettre une en place et de voir, après parce qu'on voit quelques problématiques remonter comme ça. Moi, l'équipe d'Ina, si elle me remonte une carte, interactive où je vois qu'il y a des endroits, où il y a des ruches qui sont pas encore créées ou pas encore très actives, moi, ça me permet après de diffuser. J'ai un réseau de diffusion qui est assez grand, assez large et j'ai presque 160 000 personnes sur Facebook et après j'ai tout confondu, je dois être à peu près à 300 000 personnes, sur les différents réseaux. Donc ça me permet, moi, après, par exemple, dans une région comme la tienne, s'il n'y a pas encore de choses d'actifs, de diffuser une carte et de dire voici les régions dans lesquelles il n'y a pas encore de choses de mise en place, essayer de rentrer en contact par le biais de cette ruche, de vous rassembler. Et une fois que le point de départ est fait, c'est là que commencent les choses, c'est un peu l'effet papillon. Donc si jamais il n'y a pas encore de choses concrètes chez toi, je t'invite à contacter les équipes d'INA, qui seront un plaisir de te rediriger vers une ruche existante si c'est le cas. Si c'est pas le cas, on fera remonter l'information et moi je diffuserai un appel avec les régions où il n'y a pas encore d'activité particulière, en faisant en sorte de créer un début de dynamique. Ok, super, merci. Je viens de t'envoyer une équipe, enfin une équipe, oulala, désolée. Une demande d'amis, pardon. Et il y a les membres du bureau aussi à qui on va gérer ça. On essaiera de monter. Il me semble qu'il y a un formulaire d'ailleurs, mais je crois que c'est juste pour les ruches présentes. Je demanderai, je pense qu'ils seront d'accord pour qu'on en fasse un autre pour savoir où est-ce qu'il n'y a pas énormément d'activités. Ok, je me permets de te couper, Ina, juste 2 secondes pour répondre à une question dans le chat qui dit pourquoi nous ne sommes que 8000 alors qu'il y avait des millions de GJ, des centaines de milliers de followers de Branco, Fly, etc. Alors la réponse est un peu peut-être compliquée à donner, mais il y a des éléments de réponse. La première, c'est que Discord, c'est un outil qui est complexe pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Pour ma part, c'est la première fois que je l'utilise. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de se familiariser avec ça. On en a discuté avec Ina et avec les équipes, d'autres personnes aussi d'équipes que vous ne connaissez pas, avec lesquelles on essaye de trouver des solutions pour rendre ça plus accessible, plus facile, sans forcément avoir de connaissances en informatique, qui permettent à toutes les personnes qui étaient mobilisées dans les manifestations ou dans les mouvements de pouvoir rentrer en communication les uns les autres. Et donc voilà, donc ça c'est un point de départ, c'est un point naissant et ça va donner lieu à plein d'autres choses. Ça arrive, on y travaille, ça prend beaucoup de temps. On essaie de faire au mieux. Enfin, toutes les équipes comme Ina qui donne beaucoup de son temps et d'autres personnes dont je tairai les noms, mais qui mettent, voilà, qui mettent beaucoup du leur et qui se donnent à fond. On travaille là-dessus. Les équipes grandissent, les gens motivés avec de bonnes idées arrivent, ça afflue de tous les côtés. C'est 8000, c'est sûr que ça paraît peu. Pour autant, c'est pas le seul réseau sur lequel les gens discutent. Et on va essayer de connecter tout ça pour que ça donne un résultat plus rapide et plus important. Mais ça demande un peu de travail et on est désolé d'aller pas assez vite. On aimerait bien aller plus vite que ça, mais pour faire les choses bien, il faut prendre le temps et voilà. On essaye de mixer entre. Faut pas que ça prenne trop de temps et il faut pas que ce soit n'importe quoi.
Je vois une question dans le chat. Merci beaucoup pour ta question, JP, qui demande si tu vas être une abeille active sur le Carrément. Oui, toi. Est-ce que je vais être une abeille active? Ça, c'est une bonne question. Je le suis le plus que je peux, en ayant conscience d'une chose aussi, et ça, c'est un autre message que je voulais faire passer un peu plus tard, enfin vers la fin, mais on y arrive de toute façon. C'est que il faut qu'on arrive à ce résultat de souveraineté collective et populaire, mais il faut surtout pas que que vous vous mettiez de côté. C'est-à-dire, il faut prendre soin de vous, le se lancer à corps perdu dans tout ça et tout perdre, ça ne ce sera ni bénéfique pour vous, ni bénéfique pour la collectivité. Prenez le temps que vous avez à y mettre, même si c'est que 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes par jour, c'est toujours 5 minutes, mais n'allez pas mettre votre vie de côté ou vous faire violence à vous-même ou vous mettre en danger ou dans des situations compliquées. Prenez soin de vous, c'est très important. Donc oui, je vais être actif. J'ai aussi des projets personnels et professionnels à côté que je ne mettrai plus de côté parce que j'ai aussi, compris que la vie, elle était importante et qu'il faut la vivre. Mais on va dire que je vais mettre une part d'implication différente, mais oui, je serai actif. Je ne serai pas autant actif que pendant les gilets jaunes, parce que j'ai été mis en avant de la scène, j'ai été très médiatisé et c'est absolument pas du tout ce que je veux récupérer comme position, parce que à tous ceux qui souhaiteraient devenir connus, je vous garantis que la médiatisation, c'est loin d'être un plaisir et c'est loin d'être facile. Ça pose des problématiques dont on n'a pas conscience quand on n'est pas médiatisé, mais je vous garantis que je souhaite ma place à personne. Et il y a la place de d'autres personnes que je ne voudrais pas avoir non plus. Donc, à mon échelle, je ferai ce qui est possible de faire et je serai impliqué, ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que L1X, tu veux toujours poser ta question et ouvrir ton micro? Je crois qu'il a un problème de micro. Dans tous les cas, Il a essayé de discuter. Je vais voilà. peut-être attendre 2 secondes parce qu'il a envoyé un message tout à l'heure en disant qu'il essayait d'intervenir et qu'il attendait une fenêtre pour parler. Donc, Ou peut-être écrire la question à l'écrit. peut-être. Enfin, en attendant sa question, je voulais vous remercier en tout cas tous d'avoir été là. On a presque été 150 et peut-être plus parce qu'il y a des gens qui sont venus et des gens qui sont repartis. C'est très gentil à vous d'avoir pris le temps 2 heures pour m'écouter parler et répondre à des questions. J'espère que au-delà d'avoir écouté 2 heures, ça a répondu à des questions qui étaient importantes pour vous. J'espère que ça vous a donné l'envie de participer à tout ça. J'espère que vous avez compris pourquoi c'est important de participer à tout ça. Je fais pas partie des gens qui vont vous sauter dessus en disant si vous participez pas à ça, c'est que vous participez au reste. Je peux comprendre que c'est pas facile, je peux comprendre que c'est pas simple, je peux comprendre que ça fasse peur. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous remémorer tout ce qui a été dit, de voir les points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas. C'est pas grave de pas être d'accord sur tout. J'espère qu'on tombera au moins d'accord sur le fait de vouloir récupérer notre souveraineté. Ça, c'est le plus important pour moi et c'est le message que je voulais faire passer ce soir. Je vous remercie vraiment beaucoup et à tous les jeunes qui sont là et qui ont l'énergie que j'ai plus, parce que j'ai presque 40 ans. Je suis pas vieux, hein, mais j'ai plus l'énergie que j'avais quand j'avais 20 ans. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à tout ça et qui en ont marre de ce monde et de l'avenir qu'on leur promet. Soyez actifs du mieux que vous pouvez, sans vous oublier, en étant le plus bienveillant possible les uns envers les autres. Et je suis sûr et certain que vous serez à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Ne vous mettez pas la pression, vous finirez par y arriver. Et prenez soin de vous, c'est très important. Ce qui se passe, c'est historique, on en parlera peut-être dans des années, vous en parlerez peut-être à vos enfants, peut-être à vos petits-enfants, peut-être aux enfants des autres parce que vous en voudrez pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on en parlera dans quelques années comme étant une période de folie où ça nous a tous coûté, mais c'était suffisamment important pour qu'on paye le prix et voilà, et que ça donne quelque chose de concret. Et Merci beaucoup pour cette magnifique intervention. J'espère que cette conférence, elle vous a plu sous un nouveau format. Parce que les premières conférences qu'on a pu avoir, l'intervenant prenait la parole et j'intervenais pas pour ma part du tout. Soyez un peu indulgents, j'ai hâte de voir vos retours et voir si ça vous plaît.
Comme ça, pour les prochaines conférences, je pourrais réitérer l'exercice. Un grand merci à toute l'équipe qui travaille énormément pour ce projet, comme Flyrider l'a dit. Merci beaucoup aujourd'hui à Déborah et à Inès et à Alicia pour la modération. Tout s'est bien passé. Merci beaucoup énormément pour vos questions. Merci à tout le pôle archivisme. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des questions super pertinentes lors des conférences. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai hâte de vous lire et que vous nous fassiez vos retours. Flyrider, du coup, il est sur le serveur, donc j'imagine que de temps en temps, c'est lui qui décide. Il pourra communiquer avec vous, mais après, je suis persuadée qu'il verra tout ce qui s'y passe. J'aurai un œil sur tout ce qui se passe, ouais, et puis je viendrai regarder aussi pendant les conférences les différents intervenants quand il y en aura, et c'est avec plaisir que je partagerai si on refait ce genre de conférence, peut-être pas tout de suite, mais à l'occasion, on pourra réfléchir à en refaire une, et ce sera avec plaisir que je participerai, oui, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Moi, je vais aller manger là.